ce que je vous propose, c'est accueillir justement ce fameux Wasp qui vient nous parler de son projet à lui. Il va me rejoindre sur vocal tout bientôt. Alors le projet est assez deep, hein, bien sûr, il va bien nous en parler, mais c'est... Ah non, je croyais que tu étais avec moi, Wasp. Mais grosso modo, ça va parler de démocratie, de surveillance en démocratie et d'un observatoire fait de scientifiques, mais tranquille. Vous allez voir, assez intéressant. Wasp. Là, il parle avec Cookie, je sais pas trop ce qu'il fait, j'en ai aucune idée. OMG Index? Non. Ça va être assez intéressant, ça va être intriguant, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, il est en vocal, je sais pas ce qu'il fait. Allez, ONU! Merci le sang. Merci pour le raid, ONU. C'est gentil. Ben voilà, vous tombez bien en plus. On va attaquer un nouveau truc. On va attaquer le projet du mois, messieurs, dames. Wasp! Hello. Salut! Salut, Wasp! Comment ça va? Et bah ça va pas mal, ça va, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très très bien. Je vais juste contextualiser parce qu'il y a eu un petit raid Ouais. de ONU, donc je vais Oui, pardon. contextualiser. T'inquiète. Je suis avec Wasp sur Vocal. Grosso modo, une fois par mois, on fait le projet du mois. J'ai une page Patreon qui permet de nous soutenir sans passer par Twitch. Et via cette page Patreon, tous les mois, on décide de sélectionner une personne pour nous présenter le projet du mois. Donc ça va dans tous les sens, hein, les projets du mois. On a eu un bar à jeux de société, on a eu des bières sans alcool, on a eu une dessinatrice illustratrice scientifique, on a eu quelqu'un qui fait du tufting, on a eu plein de gens différents. Et c'est hyper intéressant. Et cette fois-ci, nous sommes avec Wasp. Wasp, comment ça va? Et bah ça va pas mal, un peu stressé je t'avoue, mais ça va bien. T'inquiète, on est 14. Là, on est 14, personne ne t'écoute, on est entre nous, bien tranquillement. Bon, déjà, merci beaucoup de soutenir sur Patreon, ça fait très chaud au cœur. Merci de soutenir, enfin, je connais ton... Merci à toi. Je, je connais ton pseudo, tu es là depuis un petit moment en plus de ça, donc ça fait giga chaud au cœur. Wasp, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'université, en droit. Donc à la fois le côté enseignant, je donne des cours en amphi, et puis le côté chercheur, en droit, et moi ma spécialité c'est plutôt le droit pénal et la criminologie, parce que j'ai fait une thèse en droit pénal. Voilà. Une thèse en droit pénal? Ok, d'accord. Et c'était bien? C'était long parce que la thèse en fait dans les sciences, dures, je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens, de ou développeurs ou autres dans le chat, la thèse en sciences dures, c'est plutôt 3 ans, on a l'habitude de dire Ouais. 3 ans. En droit, la moyenne, c'est plutôt 5-6 ans, quoi. Et du coup, moi, j'ai passé 5 ans sur la mienne, on va dire de septembre 2018 à juin 2023, quoi. Ah, de 2018 à 2023, mais quelle coche! Ça veut dire que tu as fait 10 ans d'études, en gros. Ouais, c'est ça, exactement, T'as ouais, c'est commencé, ça. t'as eu ton bac en 2012, t'as commencé en 2013, t'as soutenu ta thèse en 2023. Ouais, j'ai eu mon bac en 2013, mais ouais, du coup, j'ai commencé les études supérieures en Oui, 2013 aussi, d'accord. ouais. Ok, ouais, ok, Mais ok. ouais, c'est ça, 10 ans d'études, ouais. Voilà, dinguerie. Et t'as ton brevet? Oui, oui, oui. Putain, GG, t'es chaud. Ok, t'es chaud, t'es chaud. Très bien, très bien. Et donc, t'es diplômé depuis 2023, mais du coup, c'est tout neuf, tout récent, tu taffes Ouais, là? et bah, du coup, ouais, j'ai eu en fait, alors le recrutement à l'université est hyper difficile, il y a très, très peu de postes, alors qu'il y aurait besoin d'énormément, mais bon, c'est la fonction publique en général, quoi. Donc il y a pas assez d'argent. Mais du coup, j'ai eu un poste là cette année juste, contractuel. Donc en fait, là, je suis 1 an, une année universitaire, quoi, donc jusqu'au mois d'août. Ok. Je suis enseignant-chercheur, du coup, à Bordeaux, qui est la fac où j'ai fait ma thèse. Ah, ok, oh, t'es à la maison, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Ok. Quel âge ce monsieur? Bah, j'imagine que là, si je dis pas de conneries, t'as 29. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Calculant deux SPIC, quoi. Incroyable. T'es ATER, du coup? Non, 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 alors ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, c'est un autre statut. Je vois il y a des connaisseurs, mais c'est un statut que j'ai eu à la fin de ma thèse, en fait, les 2 dernières années de ma thèse. Ok. Mais non, là, c'est vraiment enseignant-chercheur contractuel, il y a pas d'autre nom. C'est pas encore maître de conf, parce que pour être maître de conf, il faut être, titulaire, quoi. C'est que, hein, les fonctionnaires qui sont maîtres de conf. Mais c'est l'équivalent de maître de conf, mais en version précaire, quoi. Oui, d'accord, ok. Et tu veux l'être maître de conf, c'est ton objectif? On verra, parce il y a très peu de postes et puis, il y a très peu de postes, vraiment intéressants. C'est-à-dire très peu de postes en pénal, il y a beaucoup de postes un peu généralistes, qui du coup m'intéressent
peut-être pas forcément. Et puis, en fait, moi, je pense que c'est la recherche qui m'intéresse plus que le droit, donc peut-être pourquoi pas du côté du CNRS, par exemple? Ok. Je vais voir ça. Ouais, c'est le plus gros centre de recherche, CNRS, en Ouais, France. c'est ça, bah, c'est un peu l'équivalent de l'université au sens large, mais sauf que c'est le côté que chercheur et pas enseignant-chercheur, quoi. Ah, marrant, j'avais jamais entendu ce côté-là. Le côté université au sens large, mais pas enseignant, j'avais jamais entendu ça. Ouais. Moi, pour moi, Donc c'est pas mal. c'était juste le plus gros studio, le plus gros, pardon, centre de recherche subventionné de France, quoi. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est le principal temps de recherche public, Oui. en qui est très généraliste, mais il y a beaucoup, beaucoup de sciences dures, il y a peu de sciences humaines et il y a du coup, il y a aussi très peu de place. C'est-à-dire pour te donner une idée, chaque année au concours, juste en pour le droit et la sociologie qui sont dans une même section, il y a que 4 postes au niveau national, quoi. Tous Donc les ans? c'est tous les ans, ouais, donc Ah, c'est yes. tendu. Ah, yes. Et sinon, ils font quoi, les autres? Bah, ils sont comme moi précaires avec, des contrats ou alors en droit, il y en a beaucoup qui finissent, avocat parce qu'en fait tu peux quand tu es docteur en droit, tu peux être avocat sans passer le concours. Ok. Donc Putain, je ouais, savais du coup, il y en a pas. pas mal qui Sans deviennent passer le avocats. barreau, tu peux être avocat En en fait, ayant. faut quand même faire l'école, mais tu as pas le concours d'entrée à l'école. Ok, d'accord. C'est. Ouais. Ok, je vois. Putain, c'est quand même un peu. Ce que tu dis, c'est un peu stressant après pour quelqu'un qui a fait 10 ans d'études. C'est un Ouais, ouais, cauchemar. ouais, non, c'est faut en ce qu'on nous dit dès le début, c'est qu'il faut faire la thèse pour la thèse et pas pour, ce que tu as envie de faire après, en fait, quoi. Oui. Et Donc toi, le sujet de ta thèse, c'était? Bah, c'est en lien du coup en plus avec après, l'observatoire et ce que j'ai développé parce que On j'ai fait va. ma thèse sur les fichiers de police et les libertés fondamentales. Donc Ouh. voilà, en fait, l'idée c'était de se poser la question de tous les fichiers, les bases de données qui sont utilisées, par les forces de l'ordre, par les magistrats, un peu d'une manière large et de voir en quoi ces fichiers, ils pouvaient atteindre nos libertés fondamentales, la vie privée, le droit de manifester, tout ce genre de trucs, quoi. Oh, putain, c'est hyper intéressant. Je suis fichier S ou pas? Moi, t'as plus de chèque? Bah, tu vois, les fiches S, typiquement, c'est un peu l'angle mort de ma thèse, parce que ça fait partie, en fait, les fichiers S, enfin, les fiches S, ça fait partie d'un plus gros fichier qui s'appelle le fichier des personnes recherchées. Et ce fichier des personnes recherchées, il est très peu. Enfin, moi, en tant que juriste, tu vois, j'ai juste le décret, donc le texte juridique, si tu veux, qui Ouais. définit le fichier. Mais après, savoir quelles sont les données vraiment contenues, quels sont les types de personnes qui sont dedans, ça, j'ai zéro info, quoi. Ok, mais c'est pas public. Oui, c'est ni public. Comment tu peux avoir accès, par exemple, à tous les fichiers S? Ben, tu peux pas, c'est pas Ah, public. ah, En fait, oui, mais hors public, dans quel cadre de travail et quel poste tu peux avoir accès ah. à ça? Bah, en fait, c'est, globalement, soit dans le renseignement, les services de renseignement, en fait, ont accès aux fiches S et puis surtout, en fait et c'est ça que c'est un des trucs que je dénonce dans ma thèse, c'est qu'en fait, la plupart des fichiers, dont les fiches S, sont consultés, lors des enquêtes administratives qui sont menées avant d'avoir un emploi. Tu vois, si tu veux bosser, dans le nucléaire, dans la sécurité ou si tu veux être fonctionnaire, il y a des enquêtes qui sont réalisées sur toi avant d'accéder au poste Ouais, et dans ce type d'enquête, ils vont regarder les fichiers. Et d'accord. donc, si ça se trouve, tu es fiché et tu ne le sais pas, et on va te refuser un emploi où tu vas pas pouvoir devenir fonctionnaire ou ce que tu veux parce que tu es fiché, quoi. Ok. Au McDo, ils vont pas checker les fichiers S? Non, non, Ok. non, non. Non, parce que Non, non. je sais toujours pas pourquoi j'ai pas été pris au McDo place du Capitole en 2014, hein, moi ça reste. Hein. Mais bref, c'est pas Je le. pense pas que ce soit ça, non. Ouais, mais du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est, mais j'enquêterai, j'enquêterai. Ok, très bien, très intéressant. Et du coup, là, tu es sur un big projet que tu vas nous présenter. Donc là, Ouais. tu t'as présenté un petit peu ce que tu fais, ce que tu as appris, etc. Euh, Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'Observatoire de la surveillance en démocratie? D'où ça vient? Qu'est-ce que tu fais dans ce projet-là? Boum. Alors, en fait, donc, l'idée, c'est que donc comme je te disais, j'ai fait ma thèse sur les fichiers de police Ouais. et j'avais envie avec, d'autres, chercheurs qui travaillaient sur des choses, plus ou moins liées ou qui s'intéressaient à ces questions, on a eu envie de créer quelque chose d'un peu durable. Alors on va voir combien de temps ça va durer, mais en tout cas pas juste, comme ça se fait beaucoup à l'université, tu vois? Genre une conférence ou un Bah truc ouais. ou, Ouais. un article, enfin non, un truc un peu plus durable. Sur les questions de surveillance, alors au sens large, c'est-à-dire la surveillance, autant, étatique, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai travaillé, des fichiers de police, ce genre de choses, que la surveillance, privée. Parce que mine de rien, les GAFAM, enfin, Google, Facebook et compagnie, opèrent une forme de surveillance. Donc toute cette surveillance-là et essayer de travailler dessus, donc de manière durable, avec les enjeux en ligne de mire, un peu les enjeux démocratiques, respect des droits fondamentaux, état de droit et tout ça, quoi.
OK. Et donc l'Observatoire, c'est une sorte de collectif de chercheurs, alors qui est tout jeune, hein, parce que du coup, on s'est créé véritablement, on a lancé le projet, on va dire, il y a une petite année, mais en fait, on s'est véritablement, créé, au mois de septembre, quoi, au début de l'année universitaire. Et là, on vient même de faire la conférence de lancement, il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment tout jeune. OK. Et on est pour l'instant une grosse dizaine, on va dire entre 10 et 15. Pour l'instant que de l'université de Bordeaux, parce qu'on est soutenu par l'université de Bordeaux, financé par l'université de Bordeaux. Mais l'idée, ça va être de s'élargir le plus possible et d'avoir quelque chose qui dure dans le temps, quoi. OK, d'accord, mais quelles peuvent être les actions, précises, du coup? Alors, principalement, en fait, c'est de, se réunir, et de réfléchir sur ces enjeux de la surveillance. Alors pour surtout le grand public, en fait. Notre but, c'est que justement notre recherche et les questions de surveillance restent pas juste, entre universitaires à un colloque, où il y a, 50 personnes dans la salle, quoi. Mais vraiment, s'ouvrent sur la société. Là, effectivement, je vois que tu montes le site. L'idée, c'est Oui. qu'on fasse des articles aussi, notamment sur un site qui s'appelle The Conversation, que je recommande à tout le monde, qui est un média, qui est totalement, en fait, financé par les universités et les centres de recherche, donc qui est totalement gratuit, où il y a pas de publicité et ne peuvent écrire sur The Conversation que des, chercheurs, du coup, des doctorants, des docteurs, des Ah! OK. enseignants-chercheurs, voilà. Et en fait, c'est un travail avec les journalistes, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que enfin, moi, la première fois que j'ai écrit des articles, j'avais l'habitude d'écrire des articles scientifiques, tu vois? D'écrire des articles pour des revues juridiques, et en fait, on n'écrit pas du tout pareil quand on écrit pour, c'est normal, hein, pour, Le le grand public, public. bien sûr. Et donc en fait, le principe de ce site, c'est que tu travailles avec des journalistes qui, sont professionnels et qui savent, voilà, comment faut rédiger un article, donc qui relisent, qui aident et cetera. Donc c'est vraiment un super site. Donc faire par exemple des articles dans The Conversation, ça fait partie des missions qu'on se donne à l'Observatoire. Faire des conférences, faire des là par exemple, on n'a pas encore la date, mais on va faire une conférence a priori au mois de mai sur la surveillance, des Jeux olympiques et toutes les dispositifs qui vont être mis en œuvre, à l'occasion des JO. Donc il sera ouvert à tout le monde aussi. Et puis, notre un peu troisième grand axe, c'est qu'on voudrait faire un rapport. Alors pour le coup, un gros rapport, donc qui va nous prendre, au moins 2 ans, peut-être même plus, d'un état des lieux de tous les dispositifs de surveillance en France. Une sorte de bible, en fait, en gros, de tous les dispositifs de surveillance. Qu'est-ce qui existe? Quel est le texte juridique qui le définit? Quels sont les effets sur les individus? Informatiquement, comment ça marche? Enfin voilà, essayer de faire un état des lieux et que ça serve un peu de base de référence parce qu'en fait aujourd'hui on connaît pas vraiment en fait. Non. Il y a beaucoup de choses voilà qui sont par-ci par-là mais on connaît pas vraiment comment ça marche, quoi. Non, non, on sait absolument pas comment ça marche, il y a même des gens qui ont complètement abandonné, tu sais, qui se disent, «Ouais, bah, de toute façon, tout le monde sait tout de moi, on est complètement fichés Oui, partout, rien à foutre», il y a un peu ce truc-là. Moi, je sais que, sans pour autant être trop hardcore et encourager certainement pas les gens à faire ça, mais moi, je sais que je suis un peu comme ça. Genre, moi, je suis en mode, avec tout ce que j'ai fait sur internet depuis tant de temps, je pense que et bah, tu parlais des GAFAM, bon, je pense qu'ils ont tout de moi, hein. Il y a pas de feinte, quoi. Genre, oui. je vois pas ce qu'ils ont pas de moi, j'avoue. Non, non, mais il y a moyen, mais tu vois, justement, c'est un des enjeux de l'Observatoire aussi de faire prendre conscience des risques de la surveillance. Alors en fait, moi, je trouve notamment lorsqu'elle est étatique, parce que, tu vois, là, aujourd'hui, on est dans un régime bon, avec tous ses défauts, mais globalement, qui peut être considéré comme démocratique, mais rien ne nous dit que demain, ce sera pas le cas. Enfin, ce sera toujours le cas. Et rien ne nous indique qui sera au pouvoir demain. Donc, en fait, tous les outils qu'on met en place aujourd'hui, qui sont utilisés déjà avec, plein de choses qui ne vont pas du tout, enfin qui pourraient être très critiquées. Il faut se dire: «Mais si aujourd'hui, par exemple, je peux me dire: "J'ai rien à cacher", mais est-ce que j'ai rien à cacher, les mêmes actions, j'aurais rien à cacher demain si c'est un autre gouvernement?» C'est pas sûr. Rien qu'on voit, Oui. l'exemple typique, c'est celui de l'IVG, par exemple. Aux États-Unis, il y a des États qui ont demandé à Google Maps de fournir les données des femmes qui avaient recherché des centres d'IVG sur Google Maps, tu vois? Et là, on s'aperçoit que la question de la surveillance, acteur privé, État est très problématique et notamment si des personnes moins bien intentionnées arrivent au pouvoir, quoi. Ouais, oui, je comprends. Mais oui, oui, en gros, tout ce qu'on a fait de toute façon laisse des traces et donc, Oui, et comme tu le dis, selon qui est au pouvoir, selon qui gère la législation, etc., concrètement, on peut être en tort du jour au lendemain, c'est ça, entre énormes exactement. guillemets. Et j'ai vu quelqu'un dire The Conversation, j'avais pas trop confiance en ce site, apparemment j'ai eu tort. Euh, En fait, c'est quand même particulier, non? Parce que tu dis que ce sont c'est des gens qui ont des thèses, c'est une expertise universitaire, mais ça n'a rien de journalistique.
Beh, si, du coup, parce qu'on travaille avec des journalistes, quoi. D'accord, Donc, OK. c'est-à-dire que moi, j'ai écrit une dizaine d'articles dans The Conversation, je vais peut-être en montrer un tout à l'heure et en fait, le principe, c'est que tu fournis un premier jet, ils reviennent vers toi pour te dire: «Mais ça, D'accord, c'est pas clair, ça, je OK. comprends pas, ça va pas» et cetera. Enfin, c'est ça qui est intéressant même pour l'universitaire, parce que ça apprend à écrire aussi de manière plus claire, plus concise, donc c'est aussi intéressant, quoi. OK, mais donc du coup, The Conversation, c'est un site qu'on peut consulter, entre énormes guillemets, «l'esprit libre», quoi? Genre, Oui, 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 beh, surtout que c'est totalement indépendant, parce que du coup, c'est financé, que par des fonds publics, quoi, par les oui. universités et par les centres de recherche. Oui, oui. Après, moi, j'avoue que sur les docteurs qui fournissent des articles, j'ai quand même des fois des giga doutes. Je sais qu'en en sciences, notamment en physique, physique-chimie, il y a eu un peu des bails de fou avec notamment la lévitation de certains trucs et cetera où, il y a des articles qui ont été postés qui étaient genre faux et les articles Ouais. sont quand même parus alors dans des journaux, hein, officiels, tu vois? Et les articles étaient vraiment parus, les gens ont bossé dessus. Les gens ont vraiment bossé dessus et en fait quelques jours, semaines après, assez rapidement, hein, parce qu'en fait tu te mets à bosser dessus et tu regardes que ça marche pas ou j'en sais rien et en fait, ils te rendaient compte que l'article était faux, quoi. Donc Ouais. j'avoue, ça fait un peu peur, parfois. Oui, non, mais c'est clair. C'est pas parce que c'est universitaire que c'est vrai C'est à ça. 100 et il peut enfin, d'ailleurs, dans The Conversation, ils font un truc, mais qui est que enfin, qui est que indicatif, mais si tu regardes n'importe quel article, en fait, sur le côté de l'article, celui qui a écrit est censé déclarer s'il a des intérêts particuliers, Ah oui! si, tu vois, là, c'est marqué déclaration d'intérêt, tu vois? Ah oui, Voilà, oui, les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation voilà. qui pourrait tirer profit de cet article et n'ont déclaré aucune autre affiliation. OK, OK, oui, oui, j'avoue que ça, putain. Non mais c'est Donc intéressant ça, justement j'ai cliqué sur un article que je trouve intéressant, ouais. Mais d'accord, OK, très bien. Mais du coup, quel est excuse-moi, hein, mais quel est le rapport entre l'Observatoire de la surveillance en démocratie et The Conversation, du coup? Ben c'est quand The Conversation fait partie des canaux de diffusion, parce que OK, l'observatoire, en fait, va surtout, l'idée, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça, c'est t'inquiète. que l'idée, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne soit pas que entre juristes. Moi, je suis juriste, mais dans l'observatoire, il y a, des personnes spécialistes en sciences politiques, en philosophie, en informatique, des spécialistes de l'IA, donc à la fois sciences dures et sciences humaines et en fait, l'idée, c'est que entre nous, on se partage des connaissances, on s'explique des choses, on discute, on dialogue et cetera. Et qu'en plus, enfin ensuite, on écrive à 4 mains, à 6 mains ou plus ou voilà, pour le grand public, dont notamment The Conversation quoi. Pas que, mais c'est un des canaux de diffusion au grand S'adresser ouais, public. d'accord. C'est pour s'adresser au public, quoi, finalement. Ouais, c'est ça Putain, le exactement. nombre d'articles, c'est hardcore. Mais c'est vrai que je vois ce que je en fait, tout à l'heure, j'ai vu une personne dans le chat dire: «Putain, je connaissais ce site, mais j'avais pas trop confiance». Je comprends pourquoi la personne dit ça, parce qu'en vrai, ça ressemble quand même beaucoup à beaucoup de sites, qui te bombardent d'articles inintéressants, les plus inintéressants les uns les autres, entourés de pubs Oui, et c'est vrai que ça peut ressembler un peu à ça, j'avoue. c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, tu raison. Mais non, pour le coup, c'est quand même assez fiable et enfin après voilà, faut comme toujours avoir un esprit critique, hein, sur n'importe quel truc, mais c'est globalement assez fiable. Putain, Donc ça a ça ouais, l'air ça trop ça intéressant, ouais, ça a l'air trop intéressant. Ça fait partie, voilà, de nos je pense de nos cadeaux de diffusion. On va essayer aussi de faire des petites vidéos, de faire des choses comme ça. Et puis, ouais, beaucoup de conférences, d'ateliers, alors plus ou moins longs. C'est-à-dire que là, donc je te disais au mois de mai sur les jeux olympiques, ce sera un format assez court, je pense de 3 heures a priori en fin de journée. Mais par contre en novembre, on va faire une sorte de point d'étape de l'observatoire sur nos travaux et là, ça va être sur 2 journées complètes. Donc là, c'est un format différent aussi. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de multiplier les formats un peu, les publics et les formats pour essayer de toucher le plus de monde et puis même aussi d'intégrer le plus de monde. Parce que je te disais, pour l'instant, on est surtout des chercheurs de Bordeaux, mais l'idée, c'est qu'on reste pas qu'entre chercheurs de Bordeaux, c'est qu'il y ait tous les gens intéressés par la surveillance en France, puissent, se dire, «Ah là, il y a quelque chose où on peut, réfléchir et discuter en commun, quoi». Ouais, je comprends tout à fait. Mais du coup, si tu as des contacts chez, The Conversation, je pense qu'il faudrait refaire lui, du site, hein. Je peux leur dire, oui, oui. En vrai, ça fait vraiment penser à ces sites, ça fait penser à Topitop et tous ces sites qui mettent, une quantité, infinie, d'articles, qui sont tous, vraiment vides de sens. Alors que là, bah, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'artistes parce qu'il y a beaucoup de gens, Ouais. mais du coup, on pourrait croire à un scam. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ça fait peur, Si, en si, fait. si, si, carrément. Oui, oui, Ça non, mais fait je peur comprends alors qu'en carrément, fait, ouais. tu cliques, sur un truc et le truc est documenté, tu vois qui a écrit ça, tu vois où travaille la personne, il y a beaucoup plus d'infos enfin, ouais, ça a l'air d'être cool, quoi. Ouais. Avec une vraie orga bibli, de bibli numérique. Ouais, exactement. Je pense exactement à ça, ouais.
Mais en tout cas, très stylé. Putain, moi je connaissais pas ce site, ça donne envie là, je vois des articles, c'est bien fait, c'est très bien fait. OK, Wasp, petite question. Ouais. L'Observatoire de la surveillance en démocratie, l'idée émerge d'où? Ce collectif-là, l'impulsion vient d'où? Comment? Pourquoi? Alors en fait, bah, principalement, donc de nos 2 thèses, donc avec une amie qui est en train de faire sa thèse sur la surveillance étatique, c'est le sujet, de vraiment précis de sa thèse et moi sur les fichiers et on s'est dit, on a travaillé un peu ensemble au cours de nos thèses, on a vu parce qu'elle, elle fait pas tout à fait les mêmes branches de droit que moi, elle est en droit public, pour OK. les voilà, donc c'est un peu différent de moi. Donc déjà entre nous, on voyait qu'on n'avait pas tout à fait le même langage, mais que c'était intéressant de discuter. Et puis, on a discuté avec d'autres gens, même non juristes, notamment parce que il y a eu, il y a 2 ans à l'université de Bordeaux, il y a eu un procès de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une forme de procès, de procès filmé, de procès fictif, mais sur les questions de l'intelligence artificielle et donc notamment on a abordé les questions des données et de la surveillance et à l'occasion de ce procès, on a rencontré du coup des chercheurs qu'on connaissait pas du tout, donc notamment spécialistes de l'IA ou d'informatique ou des philosophes et on s'est tous enfin on s'est à 4-5 on s'est dit: «Mais on a vraiment des sujets de recherche communs, quoi. On a des choses, sur lesquelles on pourrait discuter ensemble». Et il s'est trouvé il y a une petite année, l'université de Bordeaux a lancé un appel à financement interne pour leurs chercheurs d'un projet interdisciplinaire. Il fallait vraiment que ce soit enfin, ils voulaient valoriser le dialogue entre les disciplines et on a répondu à cet appel à projet donc à plusieurs, hein, avec d'autres, enseignants-chercheurs, des plus expérimentés et cetera et on a remporté alors il y a eu plusieurs projets, mais on a remporté cet appel à projet OK. et donc c'est comme ça qu'on a obtenu un financement pour 2 ans et donc là, l'idée, c'est que ces 2 ans, ils sont un peu les 2 ans d'impulsion de l'observatoire, voilà, d'organisation, puisqu'organiser des conférences et tout ça, ça coûte cher, mine de rien. Donc organiser tout ça, on est financé pour 2 ans, on verra ce qu'on fera après, mais l'idée, ouais, c'était de se dire: «On fait pas juste un colloque», parce qu'à l'université, c'est ça qui se passe, en fait. Quand, on a une idée de sujet, on fait un colloque, il y a 4 personnes qui viennent et puis c'est la fin, quoi. Ou on fait un article dans une revue scientifique qui sera lu par personne, enfin, c'est globalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, non, on n'a pas envie de faire ça, quoi. On essaye de faire un truc un peu plus ambitieux et un peu plus sur le long terme. OK, mais du coup, vous avez fait quoi concrètement depuis la création du collectif et c'est quoi le but, Ouais. en termes d'action, au-delà du fait de parler au public, bien sûr? Alors, ben là, en fait, là, depuis septembre, ça va peut-être paraître dérisoire, mais on travaille juste à, comment on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille à notre méthode, au vocabulaire, parce que ne serait-ce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas tous la même définition de surveillance. On Mmh. demandait à un spécialiste de l'IA ou même à un juriste, selon sa branche du droit, il avait pas la même définition. OK. Donc juste, faire du vocabulaire, faire un glossaire commun, se dire: «Qu'est-ce qu'on entend par surveillance? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie?» Puis ensuite, dans chacun des outils, qu'est-ce qu'on entend par vidéosurveillance et cetera. Enfin, réfléchir à tout ça, juste, définir un vocabulaire commun et puis, là, on est juste en train de réfléchir à: «OK, maintenant qu'on a à peu près un vocabulaire en commun, quels sont les grands enjeux dans la perspective du rapport dont je te parlais qu'on a envie de faire à l'horizon 2025, fin 2025, quels sont les grands enjeux qu'on a envie de traiter? Est-ce que quand on parle de vidéosurveillance, est-ce qu'on englobe tout? Est-ce que quand on parle de surveillance, est-ce qu'on pense qu'à la surveillance numérique ou est-ce qu'on inclut, par exemple, des outils plus classiques de surveillance, de la police, qui date de siècles, quoi, de la police qui Ouais. suit et fait des filatures et cetera? Est-ce que ça, on l'inclut ou pas? Enfin, toutes ces questions-là, qui sont un peu les toutes premières questions et puis, aussi la prise de contact, là, notre boulot, c'est, de recenser un peu qui en France travaille sur la surveillance, qui serait intéressé pour nous rejoindre, quels sont l'état en gros de l'art et de la littérature sur la question, quoi. Tout ça, ça demande en fait déjà énormément de temps. Donc c'est déjà ça qu'on est en train de faire et là, notre enjeu de l'année, c'est vraiment aussi les Jeux olympiques parce que les Jeux olympiques, c'est clairement, une expérimentation de la surveillance, à très grande échelle, hein, avec de la vidéosurveillance algorithmique notamment, donc en gros de la vidéosurveillance entre guillemets, énormes guillemets, «intelligente», où on va faire passer les images de vidéosurveillance dans des logiciels qui vont détecter automatiquement certains comportements. OK. Et Parce bien rien que qu'actuel ça, c'est hyper intéressant, quoi. Bah, ouais, ouais, parce qu'en fait, actuellement, la vidéosurveillance telle qu'on la connaît, c'est juste qu'il y a des caméras qui enregistrent absolument tout et si on entend, s'il se passe si on entend qu'il s'est passé quelque chose, on va checker les archives des caméras. C'est ça en ce moment? Oui, où il y a des mairies qui ont développé des centres, de traitement en temps réel des images où, en gros, tu as des Ah ouais? policiers municipaux qui, alors à Nice notamment, parce que Nice, c'est un peu Ah la oui, bon, capitale de la Nice, oui. vidéosurveillance. Oui, Nice, c'est leur religion, hein, s'il le faut, Voilà, c'est ça. ouais, ouais.
Mais il y a pas que Nice, ils ont développé des centres où, voilà, ils mettent, 4-5 policiers municipaux dans une salle, devant les écrans de caméras de vidéosurveillance de la ville, en direct et ils What? sont censés, vérifier les images, quoi et regarder si quelque chose se passe. Putain. Ah ouais, d'accord. Ah, j'avoue que moi, à chaque fois que que je vois des caméras et tout, je me dis, bah, de toute façon, rien à foutre. Enfin, je veux dire, il y a personne qui regarde ces caméras. Moi, je me suis toujours dit ça. Les gens les regardent enfin, les autorités compétentes les regardent s'il se passe des choses, mais sinon, OSEF. Je me suis toujours dit ça. Beh, non, non et puis parce que même il y a des villes qui développent ce qu'on appelle la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'ils, Oui, alors, voilà, ils font des infractions à distance, quoi. oui, j'ai déjà vu, effectivement. Tu crois que tout va bien, et en fait, 4 jours après, tu reçois ton petit truc et t'es en mode quoi? C'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, Mais donc là, l'idée pour les JO, c'était de dire, ils veulent pas, embaucher, parce qu'il faudrait des milliers de personnes pour, parce que autant dire qu'aux JO, il va y avoir quelques caméras de surveillance, quoi. Donc ouais, ils puis ça voulaient ferait chier tant ils qu'à faire de faire de l'emploi, quoi. Je veux dire, tout le c'est monde a son ça, boulot, donc ce exactement. serait dommage d'employer des gens, quoi. Je comprends. Donc ils font appel à ça et donc en fait, le principe, c'est Ouais. ils ont fait une liste de comportements suspects. Alors c'est des trucs du style, laisser un bagage sans surveillance, aller à contresens alors que tout le monde va dans un sens, se mettre à courir dans un espace où tout le monde marche, enfin, ce genre de comportement, qui est défini comme suspect et en fait ensuite donc toutes les images passent dans un logiciel qui, reconnaît automatiquement ces comportements et ça fait une alerte du coup, à la personne derrière son écran en lui disant, «Faut regarder la caméra numéro 4, il est en train de se passer ça, quoi» D'accord. et Mais du coup, c'est un et humain après qui va regarder la 4. alors pour l'instant, L'alerte est automatisée, mais l'humain va regarder. c'est ça, voilà. D'accord. Mais alors la question c'est, combien de temps, ça va rester un humain derrière et puis, quel réalisme aussi de l'humain qui va recevoir, 40 000 alertes, à quel point ça va pas être automatisé, dans la réalité, quoi. Donc en fait, comme le dit extrêmement bien Drink dans le chat, et c'est ce que j'allais dire, c'est en fait finalement des choses automatisées qui sous-entendent tu ne fais pas quelque chose que tout le monde est en train de faire, tu fais une chose différente, donc c'est Exactement. suspect. Exactement et Bon, là, le ça fait un peu juriste que badé je quand même. suis se dit, «On est en train de confondre, l'infraction et la déviance, quoi». C'est-à-dire que l'infraction, c'est un comportement, qui est, réprimé par le code pénal où c'est très clair, il y a une peine, alors que la déviance, c'est par rapport à une norme, sociale et en fait, normalement, la déviance, elle a pas à être punie. On peut être chacun déviant par ses vêtements, par Ah plein de choses oui. et effectivement, ces caméras, elles normalisent un comportement, elles intériorisent du coup un comportement qu'on doit avoir, qui correspond pas à celui des infractions du code pénal et cetera, qui est classique et qui est normal et qui est hyper problématique du coup, quoi. Ah ouais, mais tu vois, moi c'est en entendant tout ça que je suis sûr d'être fiché S, tu vois. Avec toutes les conneries que j'ai fait random, justement de, comme tu dis, déviant. Bon, c'est un peu la sauce. Et du coup, depuis cet observateur de la surveillance en démocratie et depuis absolument tout ce que vous faites, toutes et tous dans ce collectif et tous les gens que tu as pu rencontrer, comment ça se passe en France? On en est où à peu près de tout ça, tu vois? Cette surveillance en démocratie, est-ce que ça va? Non, en vrai, ça va pas trop, Ah, ça va pas trop. On est plutôt très négatif et pessimiste, hein, quand on discute entre nous. ah. Parce que non, en fait, on a toujours l'image de, par exemple, de la Chine et du crédit social et tu sais, de la notation des individus et de en Mhm. gros, nous, on n'est pas comme ça. On a un peu cette idée que voilà, non, nous, Oh là là, c'est nous, pas si c'est voilà. ça, t'imagines si on se donnait des notes? Ouais, Oui, voilà. Alors qu'en fait, on le fait tout le temps déjà, donner des notes, mais oui. mais heu, Bah, mais non, c'est-à-dire que dès que t'as 3 ans, ton premier truc en maternelle, t'as des notes. Donc, oui, clairement. enfin, plus maintenant, je pense, mais. Mais du coup, non, la surveillance, en fait, il y a plein de dispositifs de surveillance en France et surtout, ce qui est vraiment très problématique et qui est, à mon avis, l'enjeu principal, c'est qu'elle échappe de plus en plus au juge, en fait, cette surveillance. C'est-à-dire que le juge qui est censé être le garant des libertés fondamentales, c'est-à-dire que, enfin, c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais c'est l'idée que, la justice est indépendante quand même et donc elle exerce un contrôle et cetera, enfin, et un peu une garantie de notre démocratie. En fait, les outils de surveillance, ils sont de plus en plus administratifs. C'est-à-dire qu'ils sont gérés par l'administration. Il y a des écoutes maintenant administratives, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, par exemple, on pouvait t'écouter au téléphone que si un juge l'avait décidé. Aujourd'hui, on peut t'écouter au téléphone sans juge. C'est ce qu'on appelle une écoute administrative, c'est juste les services de renseignement qui le décident tout seuls. Ah bon? On peut, C'est pas oui, voilà. soumis, c'est pas. D'accord, c'est pas soumis à la décision de quelqu'un dont c'est le métier. Non, c'est-à-dire qu'en fait, Yes. tous ces dispositifs de renseignement administratif, tu peux ensuite, si tu en es informé, le contester devant le tribunal administratif et saisir du coup après un juge, mais ça ne demande pas pour être mis en place l'accord d'un juge, quoi. Ah oui, ok, bah c'est cool. C'est-à-dire qu'il faut être au Voilà. courant qu'on est sous surveillance potentielle
pour dire: «Mais est-ce que vous avez demandé à un juge?» et se rendre compte que non et donc oh mais c'est un cauchemar. Donc en fait, tu Beh, es déjà ouais. écouté à ce moment-là, c'est fini, quoi. C'est ça. Et Et il y a plein d'outils. Aujourd'hui, il y a pas du tout que les écoutes, il y a des captations de données, informatiques à distance. C'est-à-dire qu'on peut, en gros, récupérer, tes données informatiques, tes fichiers et cetera à distance. On peut, équiper, à distance ton ordinateur de alors à quel point justement, c'est là où le dialogue avec l'informatique est intéressant parce que c'est là où mes connaissances en informatique s'arrêtent, mais à quel point c'est possible. Mais, on dans les textes juridiques en tout cas, on peut, faire en sorte de capter par exemple tout ce que tu rentres sur ton clavier ou tout ce que tu vois sur ton écran ah à je distance. Dans oui, un cadre ça administratif, quoi. je pense que d'un point de vue informatique, c'est faisable aussi, hein. Vraiment, je J'imagine. oui, oui, je il y a pas trop de soucis de ce côté-là, quoi. Il y a quelqu'un qui dit un truc, que je trouve intéressant et tu as peut-être une réponse à ça parce que tu as dû l'entendre. C'est Howard Ouais. qui nous dit: «Après, est-ce qu'on a quelque chose à cacher?» «Non», donc Osef. Enfin, dans ma tête, ça va pas plus loin. J'imagine que tu as déjà entendu ce genre de Ouais, phrase qui dit: «Bah tout à oui, mais quand fait. tu as rien à cacher, qu'est-ce que tu t'en fous d'être sous écoute?» Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, oui, oui, non, mais c'est même très connu, c'est un argument effectivement très très employé, très connu parce qu'on qui est même très travaillé dans des écrits, aux États-Unis, c'est l'argument de «nothing to hide», rien à cacher, quoi, sur lequel il y a beaucoup d'écrits. En fait, l'idée, la réponse essentielle, c'est de dire que, on peut toujours trouver quelque chose à reprocher à quelqu'un dans n'importe lequel de ses actes et en fait, alors soit aujourd'hui, soit demain, ce que je te disais avec l'exemple de l'IVG, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IVG est légal et j'espère qu'il le restera, mais on sait jamais. Et donc un même comportement peut devenir finalement illégal. Et puis surtout, on peut trouver n'importe quoi chez n'importe qui. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple concret. Là, il y a une affaire alors, qui s'appelle l'affaire du 8 décembre, parce qu'elle s'est produite en 8 décembre, je crois qu'elle doit avoir 2 ou 3 ans, qui est en phase d'être jugée là, de militants d'extrême gauche qui ont été poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, donc une infraction très grave, hein, du fait de préparer un attentat. Et dans les éléments qui ont été retenus contre eux, il y a le fait qu'ils ont utilisé Signal et qu'ils utilisaient un VPN. Ce Oui, qui d'accord, oui, comme, ce qui n'est beaucoup de gens. ce qui ouais, voilà, C'est exactement, pas comme très beaucoup de rare, gens et ouais. ce qui est pas illégal, mais Oui. c'est employé parmi enfin, c'est utilisé parmi les arguments pour dire: «Vous voyez bien qu'ils trafiquent quelque chose parce que sinon ils utiliseraient pas de VPN et pas Signal, quoi». Et donc en fait, l'idée, c'est que tu peux toujours trouver quelque chose contre quelqu'un dans ce qu'il fait. Ça d'une manière ou d'une autre, même quelqu'un et personne n'est absolument, irréprochable et tu peux toujours trouver quelque chose contre quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je répondrais, quoi et puis une fois de plus, tu sais pas, ce qui deviendra, illégal demain ou le pouvoir qui sera Oui, demain, voilà donc c'est ce que il tu vaut mieux disais. pas que C'est ouais, ce que voilà, tu c'est ça. disais, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que ce qui est légal aujourd'hui peut être illégal demain, inversement, et cetera. Tout à fait, Par contre, tout à fait. c'est vrai que ça, je me suis jamais posé la question. Alors moi, je le suis totalement. Là, je parle ici de l'illégalité. C'est-à-dire que, ben, moi, je fumais énormément de cannabis, ça m'est arrivé de mettre un pied dehors pendant le confinement, en scred et Ouais, cetera. J'ai fait plein de trucs un peu illégaux, tu vois, comme ça. oui, ouais. Est-ce que tu crois que c'est le cas de l'écrasante majorité des gens? Oui, oui, oui. Moi, je suis persuadé que oui. Des petites infractions ou des petites déviances justement, c'est-à-dire des choses qui sont pas forcément punies, mais qui sont, un peu à côté de la norme sociale. Oui, oui, je suis persuadé que c'est l'écrasante majorité des gens. Mais en fait, moi, souvent, là aussi, ce que je réponds à l'argument, du rien à cacher, c'est, bah, à ce moment-là, pourquoi mettre un code, sur ton téléphone portable, quoi? Parce que si tu vraiment rien à cacher. Oh! Pam pam! Pardon de la punchline, hein, mais, Bah non, mais t'as raison. Bah attends, après la personne va peut-être te répondre: «Je n'ai pas de code sur mon téléphone» et là, c'est vrai, mais ça va ça, faire c'est peur. rare. Pourquoi mettre Ouais. des mots de passe? Pourquoi mettre des mots de passe? Non, Voilà, mais en vrai, exact. dire: «Je n'ai rien à cacher», je suis là, je vais être un peu vénère, mais c'est un peu débile de dire ça. Évidemment que t'as des trucs à cacher. Tu veux que les gens, ils aient des codes de carte bleue? Tu Ouais, veux que voilà, c'est ça. les enfin, vraiment, genre, évidemment que tu as des trucs à cacher. C'est pas vrai de dire que j'ai rien quoi qu'il arrive, tu as des trucs à cacher. On parle pas spécialement d'illégalité, on parle et puis on parle pas de être irréprochable dans le sens de la loi. On parle de Oui. il y a plein de choses qui ne regardent personne. Ça ne regarde personne, tu vois? Bah, le code sur l'hôtel, c'est au cas où on te le vole. Oui, sauf que, du coup, les gens qui te surveillent peuvent avoir toutes ces infos sans te voler. C'est ça, Ward, qu'il faut comprendre, en fait. C'est genre, Ouais. le truc, c'est que tu as forcément des choses à cacher, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'il n'existe pas des gens qui n'ont rien à cacher, ce n'est pas possible. Genre, ça veut pas dire cacher parce que t'en as honte, ou cacher parce que c'est interdit, ou cacher parce que c'est juste caché parce que ça ne regarde que toi. Genre, c'est tout. Oui et puis, c'est des choses qui, une fois de plus, peuvent être, enfin, pas j'ai en tête, par exemple, un fichier de police particulier qui est, à mon avis, un des plus problématiques, mais qui est pas très connu, qui s'appelle PASP pour prévention des atteintes à la sécurité publique et PASP, parmi les données,
qu'il peut contenir, que la loi autorise qu'il contienne, il y a par exemple les opinions politiques, les opinions religieuses, ce genre de données ultra sensibles, quoi. Et Oui. ce qui ne sont pas des infractions. Et très honnêtement, moi j'ai pas envie que l'État sache par exemple ma religion, mes opinions politiques ou voilà, parce que c'est aussi ma vie privée. Et puis c'est aussi c'est surtout ça aussi qui est important, c'est que finalement c'est aussi une forme de garantie de la démocratie, de la liberté politique. C'est-à-dire que est-ce que je vais aller manifester pour n'importe quelle cause si je sais que le fait d'être allé manifester sera peut-être inscrit quelque part dans un fichier? C'est Bah pas ouais. sûr, je vais peut-être me dire, bah du coup je vais pas manifester. Sauf que du coup c'est une atteinte au droit à la liberté, au droit de manifester, quoi. Oui, 100%. Et je réponds, parce que si elle dit, mais Ponce, je me répète, empêcher cette surveillance empêche aussi la surveillance de vrais criminels. Ouais, bon, on l'a vu le 14 juillet, effectivement, 2016 à Nice, hein, toutes les caméras ont bien évité l'attentat, ouais. Voilà. Ouais. Donc non, moi je suis Oui, pas d'accord. Évidemment que tu empêches des choses avec une surveillance. Évidemment que il se passe... Enfin voilà, t'as plein de choses qui sont déjouées parce que surveillance. Mais qui tu surveilles? Comment tu surveilles? Mais je suis désolé, c'est bien la preuve. À Nice, toutes les caméras n'ont pas empêché le fait qu'il y ait un attentat sanglant, tu vois. Voilà, tu peux pas... Enfin... Tu peux pas dire que heureusement qu'il y a il y a les caméras, parce qu'en fait c'est savoir, en fait c'est savoir où est-ce que ça s'arrête. C'est un peu ça le truc. C'est qui tu oui. regardes, comment tu regardes et jusqu'où ça va, quoi. Parce que dans ce cas-là, si tu veux qu'il se passe rien, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre absolument tous les êtres humains du monde dans des camps que tu surveilles. Là, tu vas voir, il va rien se passer. Oui, c'est ça. De toute façon, Enfin, par principe, la sécurité absolue, c'est l'absence totale de liberté, c'est quoi. exactement Donc, ça, exactement. Donc, bah, abuse aussi. Bah, en vrai, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a un moment, c'est pourquoi t'es surveillé et comment t'es surveillé. Tu vois? On sait pas combien c'est ça. d'attentats Bah, il y en a beaucoup des attentats qui sont évités. Il y en a beaucoup. Tu vois, bien sûr. Il y en a énormément. Mais comment ils savent que c'est nous sur les caméras? Ouais, c'est vrai ça. Comment ils font sur les caméras pour reconnaître les gens? Ben c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, on n'a pas abordé, mais c'est la question de la reconnaissance faciale, en fait, derrière cette question. Et aujourd'hui, la reconnaissance faciale en France, elle se pratique, en fait. C'est pareil, on entend, non, mais en France, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Il n'y a aucun texte juridique qui interdit explicitement la reconnaissance faciale. Et elle est permise, notamment dans un fichier, enfin, par un fichier de police, qui s'appelle le fichier TAJ, traitement des antécédents judiciaires. Et en gros, le fichier TAJ, il contient à peu près aujourd'hui, alors les chiffres datent un peu, mais je crois dans les derniers chiffres, à peu près 17 millions de personnes, donc c'est quand même pas mal sur 70 millions de Français. Et en fait, ce fichier TAJ, il est alimenté par la police et la gendarmerie lorsqu'ils suspectent quelqu'un, et notamment par exemple dans une garde à vue, ou même si la personne n'est pas condamnée. Et il contient des photos, du coup, des individus, dans ce cadre-là, hein. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui, juste a participé à une manifestation, qui a dégénéré un peu, qui lui n'a rien commis. Il n'a pas été condamné par la justice, mais Ouais. juste il a participé à une manifestation, il y a eu une menace, comme ça s'est fait beaucoup, donc c'est-à-dire la police qui encercle et qui ne laisse partir qu'au compte-gouttes, en contrôlant l'identité. Et bien, il est tout à fait possible qu'il soit dans le TAJ, parce que du coup, comme suspect d'un potentiel regroupement violent, même si une fois de plus, il n'y a pas eu de juge, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de garde à vue, même, mais tout à fait possible qu'il soit dans le TAJ. Il y a sa photo, parce qu'il y a eu des témoignages, hein, de plein de gens qui ont été pris en photo à l'occasion de ces choses, donc le policier a pu mettre la photo. Et le fichier TAJ autorise la reconnaissance faciale sur n'importe quelle image. Donc les policiers peuvent prendre une image de vidéosurveillance, passer au fichier tâche cette image, et ça sortira le nom des personnes par la reconnaissance faciale. Et jusqu'à à quel moment on peut être dans ce fameux fichier-tage? Genre, quelqu'un dit dans le cadre d'un rappel à la loi, par exemple, tu peux être dans Oui, ce fichier? oui, complètement, parce qu'en fait, il est totalement indépendant des poursuites judiciaires. C'est-à-dire, peu importe que tu aies été poursuivi ou pas, enfin, que tu aies eu une peine ou pas, que tu es condamné ou pas, en fait, le fichier tâche, pour être dedans, il faut juste avoir été suspect d'une infraction. Donc pas What? condamné, hein, mais suspect Oh! juste. Mais tu sais que moi, c'est une dinguerie alors. Parce que moi, je vous ai déjà expliqué l'erreur judiciaire dans laquelle j'ai été en 2012. J'ai déjà raconté ça. Ça me dit quelque chose, mais Ouais. enfin, tu veux peut-être pas raconter à nouveau, mais Si, je vais faire très rapidement. Ça a été compliqué, mais j'ai été invité à être auditionné auprès de la police à Toulouse en 2012. Je savais pas pourquoi. Les policiers, etc., ne voulaient pas me le dire au téléphone. Je comprenais pas pourquoi. J'y suis allé. Et quand je suis arrivé dans le bureau, le policier m'a dit: Rassurez-vous, voilà, je pense que vous n'avez aucun rapport avec cette affaire, mais je me dois de vous auditionner dans une affaire d'échange de photos pédopornographiques. Parce que l'IP, merci Basti,
l'IP nous a mené à l'IP de chez vous, quand vous habitiez à l'époque à Montpellier, etc. Et en fait, il s'est Ah avéré que oui. c'était une erreur de la police judiciaire de un chiffre. Et en fait, le suspect s'appelait Aurélien. Et donc, en fait, aujourd'hui, il est condamné, il s'appelle Aurélien. Et en fait, à un chiffre, ils sont tombés sur mon IP et je m'appelle Aurélien. Et donc, en fait, il y a eu une erreur, un micmac, etc., etc., etc. Et du coup, je me suis retrouvé à être auditionné face à des flics euh, sur cette affaire-là. Évidemment, j'ai pas eu tous les tenants et aboutissants parce que vu que je n'étais pas concerné, ils pouvaient pas me montrer et me parler de tout ça, tu vois. Oui. Mmh. Euh, et c'était une dinguerie absolue. Genre, vraiment, c'était un truc de fou. J'ai même été invité au jugement final des personnes. Je crois que c'était à Lille, un truc comme ça. Et j'ai dit, mais je ne veux pas aller là-bas. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire abominable, genre et, euh, et bref, les personnes, du coup, ont été arrêtées. Elles sont en prison, je pense, aujourd'hui, j'imagine. J'espère. Mais du coup, je suis fiché tâche à cause de ça. C'est grave, grave possible. Alors après, le C'est fichetage, une c'est dinguerie, 10 là. ans. C'est 20 ans, pardon, c'est 20 ans. Donc non, non, t'es encore carrément dedans, c'est tout à fait possible. Alors le fichetage, il a un avantage, c'est que on peut demander, pour le coup, c'est un des rares fichiers, où il est possible de demander si on est dedans ou pas. Donc c'est une lettre à faire au ministère de l'Intérieur, avec la photocopie de sa carte d'identité envoyée à Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Et, Je vais peut-être pas le faire, mais. ils te répondent si t'es dedans ou pas. Bah, au début de ma thèse, c'est peut-être un peu naïf, mais au début de ma thèse, j'ai envoyé les lettres à tous les. Enfin, tous les fichiers où c'était possible. J'ai envoyé les lettres pour savoir si j'étais fiché, quoi. Pour voir à titre scientifique, tu vois, pour Ouais, bien voir combien sûr. de temps ça mettait à Bien répondre, sûr. voilà. Bien sûr. Et alors? Mais bah, j'ai eu à peu près que 30% de réponses déjà, donc Waouh. alors que voilà. Et sur 30% de réponses, bon, ça m'a dit que j'étais pas fiché, mais voilà, j'ai eu que 30% de réponses, quoi. Ok. Ok, ok. Je remercie rapidement Basti. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes en train de parler, je vais contextualiser, nous sommes en train de parler avec Wasp. Wasp, une fleur de assez longue date, hein, en vrai. Ça fait un moment, Wasp, que t'es sur le chat, en vrai. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez me soutenir sur Patreon, si vous ne souhaitez pas passer par Twitch. Et sur Patreon, tous les mois, on décide de sélectionner un projet du mois, une personne qui va venir nous parler de ce qu'il ou elle est en train de préparer, un projet en cours, un projet déjà lancé ou qu'importe. On en a déjà accueilli plein. Et aujourd'hui, nous sommes avec Wasp pour nous parler de ce projet qui est l'Observatoire de la surveillance en démocratie, un projet, un collectif qui existe déjà, voilà, qui a été mis en place notamment par Wasp, docteur en droit pénal, enseignant-chercheur à Bordeaux. Voilà, je recontextualisais parce que je suis professionnel, C'est ça. Wasp. Je suis professionnel. Mais ok, donc je suis fichier tâche, du coup, c'est sûr. C'est très possible, ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Et, Euh, et donc oui, le fichetage, ouais, c'est assez massif et donc il permet la reconnaissance faciale. Donc là, il y a pas de difficulté, hein. Ils prennent les images de vidéosurveillance, ils les passent dans le fichier et ils ont les noms des personnes, quoi. D'accord, donc si jamais je suis mêlé à une embrouille où il y a une caméra, 100% ils sont en mode ok, lui c'est Aurélien Gilles quoi. Il y a grave moyen, ouais. Ok, let's go. Je vais rouler moins de pétards en centre-ville, je pense. Très bien, c'est noté. Ouais, c'est noté, ouais, complètement c'est noté. Ok, ok, très, très intéressant. Et du coup, toi qui pousses un peu le truc dans tous les sens, c'est-à-dire que le débat est toujours le même. C'est-à-dire que c'est une balance entre liberté et surveillance et sécurité. C'est ça. C'est liberté, Mmh. sécurité, liberté, sécurité, etc., etc. Pour toi, elle est où la limite? Et Est-ce que tu as des exemples de ce qui se fait en France qui pour toi va trop loin ou des exemples de ce qui se fait en France qui pour toi va pas assez loin, entre guillemets, tu vois? Beh, je pense qu'en fait, la limite, c'est le juge, une fois de plus. C'est qu'en fait, je pense qu'on dans une démocratie, ce qui doit caractériser, c'est qu'on doit «surveiller les surveillants» entre guillemets. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un contrôle des dispositifs de surveillance, ou d'atteinte aux libertés. Parce que une fois de plus, mon discours, c'est pas du tout de dire, il faut qu'il y ait aucun dispositif Bien de sûr, bien sûr. surveillance, voilà. Oui, c'est pas Mais il tout faut noir qu'il y ou en tout ait. blanc comme d'hab, hein, bien sûr. Exactement, complètement. Mais il faut l'encadrer et l'encadrer notamment par des tiers, donc idéalement les juges, mais ça pourrait être par exemple la CNIL, hein, la Commission nationale Mhm. informatique et liberté, qui est une autorité indépendante, qui a très peu de pouvoir en matière de surveillance étatique, hein, qui a beaucoup de pouvoir pour le privé, mais qui a très peu de pouvoir pour l'État. Renforcer ces acteurs-là, le juge et la CNIL par exemple, en conditionnant les dispositifs de surveillance à leur accord, en faisant sauter, parce qu'en fait actuellement le problème c'est qu'il y a un certain nombre d'exceptions. C'est-à-dire que si tu regardes, c'est toujours pareil en droit, et c'est ce qui rend le truc hyper complexe et aussi hyper dangereux, c'est que quand tu regardes dans les grandes lignes
tu te dis: «Ah ben ça va», parce qu'il y a des contrôles possibles, et tu vois, pour le tâche, tu peux faire une demande, il y a des recours. Si tu regardes en théorie, tu te dis: «Il y a des garde-fous». Mais en fait, le problème, c'est que ces garde-fous, ils ont tellement d'exceptions. C'est-à-dire que sur la majorité des fichiers, par exemple, pas le TAJ, mais sur la majorité des fichiers, tu peux faire une demande, mais on peut aussi te répondre: «Non, on vous dira pas si vous êtes, fiché ou pas». Donc tu vois afficher le fait qu'il y a une demande possible, donc tu dis: «C'est bien, je peux demander», mais en fait, l'État peut te dire non. Donc c'est très hypocrite et c'est très, formel et apparent, quoi, comme C'est garantie. bizarre. Oui. Et beh, c'est permis, et il y a un certain nombre comme ça d'outils où, par exemple, les fichiers les plus problématiques, la CNIL n'a aucun pouvoir dessus. Certains fichiers de police, la CNIL peut au moins venir contrôler sur place. Par exemple, le TAJ, la CNIL peut venir contrôler sur place dans les locaux de la gendarmerie ou de la police comment ils utilisent le fichier, mais pas pour, plein d'autres fichiers de renseignement. Pour les fiches S, par exemple, dont on a parlé, la CNIL a aucun pouvoir, quoi. Ah ouais, Donc, OK. en fait, pour moi, la réponse, elle serait là. Alors, c'est une réponse, nuancée du coup, mais c'est de dire, il faut, renforcer ses contre-pouvoirs et limiter davantage, ces exceptions, quoi. En fait, le là, il y a une forme de course ces dernières années depuis, en fait, ce qui a marqué un peu ça, c'est la loi de 2015, qui est avant les attentats de 2015, d'ailleurs, la loi renseignement de 2015, qui est, la dernière grande loi en matière d'outils de surveillance. Et la loi renseignement de 2015, elle a ouvert les vannes, voilà, la loi de 24 juillet 2015, elle a ouvert les vannes à plein d'outils de surveillance, comme les écoutes administratives, ou comme un autre outil dont on n'a pas parlé, par exemple, mais qui, moi, je me scandalise un peu. C'est un outil qui s'appelle les IMSI Catchers. En fait, c'est des sortes de petites valises qui peuvent être déployées par les services de renseignement dans les lieux où ils pensent que potentiellement il pourrait y avoir des atteintes. Et en fait, le principe de cette valise, c'est qu'elle se substitue à une antenne relais pour le téléphone portable. Et le téléphone portable, du coup, s'y connecte en pensant que c'est l'antenne relais. Et ça permet d'intercepter toutes les communications qui passent. Donc, tout Donc tu vas tout brouiller? déjà, en fait, ça te permet de tout intercepter. C'est-à-dire que pour toi, c'est totalement transparent. Ah C'est-à-dire non, que tu te pardon, oui, OK. connectes, Oui, oui. tu t'échanges, tu passes un appel. Pour toi, ça change rien. C'est juste qu'en fait, ça passe par, cette valise qui, va tout enregistrer. Et du coup, là, pour le coup, ça ne différencie pas terroriste ou pas terroriste, puisque tu passes dans le coin, t'es attrapé par l'IMSI Catchers, quoi. Et il y en a beaucoup des déployés, Mais alors ça, pour le coup, par exemple, ça, on sait pas du tout. C'est-à-dire que, combien il y en a, c'est autorisé par la loi, mais combien il y en a, tu vois, il y a aucune transparence. Et c'est sur ça aussi, je veux dire, la démocratie a besoin de transparence et de contrôle de ces outils. Et il y a très peu de transparence. Et donc ça, c'est vraiment problématique aussi, quoi. OK. Mais toi, tu dis, que les juges, par exemple, pourraient regarder un petit peu ça, tout comme, les juges ne donnent plus maintenant le droit, ou pas d'être sur écoute. On peut être sur écoute, juste comme ça Oui, et c'est pas décision du juge. Et du coup, non. qui contrôle les juges? Parce que si tu me dis que c'est Dupond-Moretti, heu, Alors, là, je pense qu'il faut faire une différence entre les magistrats, le parquet, quoi, le ministère public, et puis, les juges du siège, c'est-à-dire ceux OK, qui tranchent. Parce que les magistrats du parquet, le ministère public, le procureur de la République, eux, ils sont sous l'autorité effectivement du ministre de la Justice. oui. Et ils ont, voilà, ils ont une indépendance qui est très relative. Mais par contre, les juges du siège, là, il y a un certain nombre de garanties quand même. Ils peuvent pas être, changés, ils sont inamovibles, ils peuvent pas être changés, voilà, ils sont nommés à vie. Heu, j'ai plus confiance en des magistrats du siège quand même, et je pense que ça reste un acteur. Alors aujourd'hui, ils sont tellement débordés, tellement sous-effectifs, et cetera, qu'ils n'arrivent pas à faire leur mission, hein, enfin pour beaucoup. Mais il n'empêche que ça reste quand même, j'ai encore foi en ça, tu vois? Je pense que ça reste quand même une garantie importante. OK. OK, OK, non mais c'est intéressant. Et du coup, il y a pas des nouveaux outils déployés pour les JO? Quelqu'un dit, mais on en a déjà un petit peu Et bah, parlé. donc voilà, donc la vidéosurveillance algorithmique, ça c'est tout nouveau des JO. Ça a été expérimenté d'ailleurs, pour la première fois en France, là, il y a quelques semaines, en amont des JO du coup, à un concert de Dépêche Mode. Ils l'ont, What? OK. ouais, ils l'ont expérimenté pour la première fois là. Et il va y avoir comme ça deux trois petites expérimentations à des concerts ou à des gros trucs, d'ici les JO, et ça va être généralisé aux JO. Donc ça, et puis aux JO, il y a aussi parmi ce qui a été permis par la loi, sur les Jeux olympiques, il y a aussi, en matière de surveillance, les scanners corporels, qui sont particulièrement, problématiques, parce qu'en fait, les scanners corporels, c'est pas comme un scanner, enfin, c'est pas comme un portique de surveillance qu'on a l'habitude, dans n'importe quel concert ou les aéroports qui bip si tu du métal. Le scanner corporel, il te déshabille complètement virtuellement.
C'est ce qu'il y a dans certains aéroports. Et donc en fait, vraiment, sur l'ordinateur apparaît l'image de la personne nue, voilà, sans les vêtements, quoi. Quoi? Et ça, c'est très, 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 très attentatoire aux libertés fondamentales, par définition, quoi, à Attends, la mais vie privée. nu. Nu, oui, oui, avec le Avec sexe, quoi. Mais quoi? Et alors, actuellement, les dispositifs scanner corporels font que. Mais tape scanner corporel sur Google, hein, tu vas voir, hein, je pense tu vas avoir des Bah, images. je vais enlever avant Oui, la cam. oui, oui, c'est vrai, pardon. Oui. Scanner comment tu m'as dit, pardon? Scanner corporel. Scanner Et ça corporel. existe déjà dans certains aéroports, mais en fait, le principe, c'est que vraiment, ça te déshabille, quoi. Il n'y a pas d'autres. Ah, il y a pas de fin, tu es nu. Oh. Voilà, c'est ça, c'est ce que je te disais, quoi. Voilà, Ah, mais je savais pas. Et ça va être utilisé pendant les JO, du coup. Ah ouais. Ah, mais je savais pas que ça existait, ça. Oh, oh, ça me met trop mal à l'aise. Ouais. Attends, Ouais, le ouais. fameux truc où ils nous disent de lever les bras, là, t'es nu? Ah bah, ça dépend, il y a plusieurs trucs où ils te demandent de lever les bras aussi pour juste un truc classique Ok. mais non, non, voilà, le principe du scanner corporel, c'est qu'on voit toutes les formes du corps, quoi. Ok. D'accord. Ok, Et ok. en fait, ce qui est pour les JO, ça va être autorisé et avec aucune obligation de formation des personnels qui vont utiliser ça. C'est ça aussi qui est. C'est-à-dire que les personnels qui vont utiliser ça n'auront pas à être. Tu vois, on aurait pu imaginer par exemple qu'on réserve ces scanners, même si en soi ils sont problématiques, mais on aurait pu dire ne peuvent utiliser que des gens qui ont reçu une formation spéciale ou habilités particulièrement. Pas du tout. Ça va être les agents de sécurité classiques qui auront accès à ces scanners, quoi. Et du coup, la team, effectivement, rien à cacher, moi je m'en fous et tout. Vous en pensez quoi, ça? Genre, vous retrouvez à poil face à des inconnus juste pour vous check? Ah ouais, je savais pas du tout. Je savais pas du tout, en vrai. C'est bah, toujours rien à cacher. D'accord, ok. Je pense que si t'avais été une femme, t'aurais pas répondu ça, ciel. Mais tranquille. Mais tranquille. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ça me Donc ouais, dégoûte. voilà, ça c'est Ouais, c'est 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 gênant. c'est un peu particulier parce que, en fait, est-ce qu'il y a un autre moyen que de se retrouver nu face à quelqu'un pour savoir si t'as des choses sous tes habits? Oui, bah, il y a la palpation, habituelle, alors qui peut poser d'autres problèmes si c'est Oui. pas des gens très bien formés, mais il y a la palpation habituelle, quoi. Ok. Et donc, en fait, c'est pareil, c'est l'idée d'employer moins de monde, hein. C'est pour ça que parce que ça irait plus vite, même si ça a été contesté d'ailleurs par des chercheurs, mais ça irait plus vite a priori d'utiliser ce scanner que d'avoir une fouille corporelle par quelqu'un qui te palpe, quoi. Et donc en fait, c'est pour économiser des gens, hein, c'est tout. C'est encore, des Hmm. questions financières, hein. Ouais, comme d'hab. Ouais. Comme d'hab. Putain, j'avais une question, merde. J'avais une question. Ah, j'ai oublié la question que j'avais, putain. Ah oui, si. Est-ce que depuis qu'on a mis en place tous ces outils dont tu nous parles ici, qui sont aussi issus de l'évolution technique, qu'on Ouais. a, donc que ça soit la reconnaissance faciale, que ça soit le scanner nu, toutes les caméras installées, etc., est-ce qu'il y a des chiffres qui démontrent que il y a plus de choses déjouées, il y a moins de choses qui se passent, ou il y a est-ce qu'il y a une efficacité quelque part, et si oui, où? Et sinon, où? Non, alors, c'est sur les attentats déjoués, par exemple, ils communiquent très peu, Bah oui. ou de temps en temps, par un chiffre comme ça, mais on peut pas comparer du coup, parce que juste ils vont dire d'un coup: «Ah, on a déjoué 30 attentats les 3 derniers mois», mais bon, du coup, c'est pas très Mhm. satisfaisant pour le chercheur, quoi. Donc on peut pas trop, avoir de chiffres et après sur les infractions en tant que telles, si on même de droit commun, les infractions classiques, quoi, en dehors du terrorisme, il y a pas d'évolution, notable ou en tout cas, c'est impossible de savoir si elle est liée à ça. Donc non, c'est pas du tout dit qu'il y ait de l'efficacité et puis, enfin, moi, dans le cadre de ma thèse sur les fichiers, j'ai pas mal discuté avec, des gendarmes, des policiers, des magistrats sur leur utilisation des fichiers et en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que en plus, c'est tellement peu fiable, c'est-à-dire, par exemple, pour le fichier TAJ dont on parlait, Mhm. je pas faire trop peur au chat non plus, mais en plus, il y a un gros problème de fiabilité. C'est-à-dire que la CNIL, dans un de ses derniers rapports, mais qui date un peu maintenant, je dirais de mémoire, qui doit être 2008 ou 2009, donc il date un peu, mais Ah oui, un peu, c'est ultra vieux. ouais, mais dans ce rapport-là, la CNIL pointait qu'il y avait 40% de taux d'erreur dans les fiches du TAJ, et que Ah. notamment, l'erreur principale, c'était des inversions auteur-victime. C'est-à-dire que l'auteur était marqué comme victime et la victime comme auteur d'une infraction. Oh, what? Donc, ce qui est légèrement problématique, quoi. Non, ça va. Mais quoi? Non, mais c'est une dinguerie. T'imagines, t'es victime de quelque chose et tu te fais. Tu te fais. On te donne un rendez-vous pour être auditionné sur un truc parce qu'on pense que tu es le coupable et du coup, t'aurais pu faire. Mais c'est un dinguerie, ça, par C'est contre. ça.
Et donc en fait, il y a tellement de problèmes de fiabilité et puis de masse de données aussi parce que en fait, la logique et c'est ça aussi qui est contestable, c'est que la logique de la surveillance, c'est de toujours récolter plus de données. C'est-à-dire qu'on fait toujours plus de bases de données, toujours plus d'outils de Oui, surveillance, toujours plus de fichiers et cetera. Sauf qu'à un moment donné, en fait, quand il y a trop de données, il faut des personnes derrière quand même pour vérifier, pour, enquêter éventuellement, et en fait, comme il y a pas ces personnes-là, ben, on fait qu'accumuler des informations et qui sont de moins en moins vérifiées, qui sont de plus en plus automatisées et sur lesquelles il y a pas les individus derrière. Donc, en fait, c'est cette question de l'efficacité, elle est vraiment très difficile à déterminer. Par contre, ce qu'on détermine très bien, c'est les atteintes aux libertés qui sont et à la vie privée notamment, qui sont créées par ça, quoi. ouais. Est-ce que, avec tout ce que tu as étudié, avec tout ce que tu tous les gens que tu as rencontrés et cetera, est-ce que tu as l'impression, alors bon, c'est une question où j'ai déjà plus ou moins la réponse, mais est-ce qu'il y a des dérives à cette sécurité-là? C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment, on est vraiment en train de traquer, entre énormes guillemets, «les méchants», les gens dangereux, ou est-ce qu'on serait pas en train de traquer certaines populations, certaines ethnies, certaines religions. Je pose le débat, j'ouvre le débat, je pose la question. Est-ce que finalement, on a de plus en plus ce truc où on est finalement sur un délit de faciès presque, sur un délit, tu vois, comme ça ou, ou pas, je sais pas, Oui, j'ouvre le non, mais débat. c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors, on a du mal à répondre exactement parce qu'une fois de plus, on ne sait pas vraiment qui est fiché. C'est très difficile à savoir vu qu'il y a pas d'accès, aux bases de données, donc c'est très complexe. C'est comme l'état d'urgence en 2015 qui a été utilisé, on le sait, contre des militants, écologistes, par Oui, exemple. Ça a été documenté. Mais du côté des fichiers et des outils de surveillance, c'est très difficile à déterminer. Alors après, par contre, ce qui est vrai, c'est que historiquement, et c'est toujours vrai aujourd'hui, le fichage a toujours visé principalement les pauvres et les étrangers. Ça a toujours été les 2 oui. catégories, Mais je veux les dire, plus fichées. ça a toujours, comme tu dis, été. Ce n'est pas nouveau, en fait. Non, 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 c'est pas Genre, nouveau. dans les années Après sur 60, les on avait pareil avec les Italiens, on avait peur des Italiens, quoi. Exactement. Après sur les étrangers, c'est quand même, de plus en plus fort. C'est-à-dire que dans un contexte de peur de l'immigration, et cetera, le parcours aujourd'hui des migrants, par exemple, il est jalonné de surveillance et de fichage. C'est-à-dire Oui, qu'ils sont, il y a une dizaine de fichiers rien que sur les, étrangers dans l'Union européenne avec, les empreintes digitales, la photographie, enfin plein de données biométriques, voilà, où il y a vraiment beaucoup de données qui sont prises et de la vie privée atteinte. Après sur les fichiers dits classiques, je pense qu'en fait, c'est les mêmes écueils que pour la justice en général. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus fichés, c'est, les délinquants qu'on voit le plus, c'est-à-dire, ceux de la rue, du trafic des stupéfiants, et cetera. Par contre, la délinquance en col blanc, autant te dire qu'elle est peu fichée, hein. C'est-à-dire que la délinquance économique et financière, la délinquance en col blanc, curieusement, il n'y a pas ce fichier spécialisé. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des fichiers spécialisés sur, plein de catégories d'infractions. Par contre, ouais, voilà, la délinquance économique et financière, elle fait l'objet de peu de ah surveillance et de bah, peu de fichage, quoi. bah, Fillon, ça a été prouvé qu'il avait déplacé 18 millions. Il s'est présenté en 2017 au présidentiel, hein. Il a fait 18%. Voilà. Mais là, tu vois, très concrètement, même dans l'observatoire, on a un Donc, chercheur, oui, j'imagine bien qu'on a. Mais en vrai, ça arrange un peu tout le monde aussi de pas être surveillé dans ce monde-là. Tu vois, parce que dans le monde aussi ah bah, oui, oui, giga oui, ou alors capitaliste dans lequel on est. on détecte les petits. C'est-à-dire qu'on a un chercheur, dans l'observatoire qui a travaillé avec le service, fisc, suisse, qui a obtenu pas mal de trucs et qui a travaillé vraiment sur la surveillance, fiscale en Suisse Ok. et en fait, il montre que les énormes, dispositifs de surveillance, ils arrivent très bien à détecter toutes les petites fraudes, c'est-à-dire la personne qui ne déclare pas, un tout petit truc ou qui voilà. Par contre, les énormes fraudes, ça détecte pas du tout. C'est-à-dire que ça n'arrive absolument pas à détecter, donc en fait, ça marche très bien sur les petits, quoi et c'est un peu moi l'image générale que j'ai de la surveillance. C'est-à-dire que le petit, trafiquant de quartier ou le voleur qui vole 3 trucs, dans un supermarché, il va se faire ficher, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, je suis pas sûr que les grands délinquants, économiques et financiers notamment se fassent ficher, quoi. C'était 20% Fillon au premier tour, pardon. C'était Ah, 20%. Donc, un votant sur 5 en France avait voté pour quelqu'un qui avait détourné des millions d'euros et ça avait été prouvé, hein. Voilà. Tu vois. mmh. Là, j'avoue, ça, moi, ça me faisait. Ça, j'avoue, ça me fait vraiment, vraiment bader, hein, pour le coup, ce genre d'infos. Mais. Alors que tu vois, on a documenté, enfin dans ma thèse, j'avais documenté le cas de quelqu'un, ça avait été repris par Libé d'ailleurs, de cas de quelqu'un qui, quand il était jeune, genre 16-17 ans, il avait volé je crois que c'était un paquet de bonbons de mémoire, enfin vraiment un truc, ridicule, tu vois, dans un supermarché et des années plus tard, il avait pas été condamné ni rien, juste il était otage
Des années plus tard, il était étudiant en droit, il avait un master de droit et cetera. Il avait voulu passer le concours de l'école de la magistrature pour devenir juge et on lui a dit non. Parce que, de enquête administrative, fichier, il y avait, ce vol, d'un paquet de bonbons alors qu'il avait 17 ans et Mais du coup, quoi? il s'est fait refuser pour ça. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, enfin, moi j'avoue, j'ai déjà volé hein, dans des monoprix et tout. Bah, ça dépend si la police est intervenue ou pas, tu vois? Si la police n'est pas intervenue, il y a pas de problème. Le problème, c'est si la police est intervenue et qui était dans le TAJ, du coup, à cause de ça, quoi. C'est toujours le problème du TAJ, en fait. Mais c'est pas reset à un moment donné? Non, non, non. Le TAJ a aucune, le délai est moins grand pour les mineurs. Je crois que le délai est que de 10 ans de mémoire pour les mineurs au lieu de 20 ans, mais il y a pas de reset, quoi. Qu'est-ce que t'as à dire à quelqu'un qui dit je crois absolument pas à cette anecdote? Et bah, il y a un article de Libé, je pourrais le retrouver, mais il y a un article de Libé, qui raconte le truc et qui documente le truc avec la personne et dans ma thèse, j'en parle aussi, mais après, Non mais c'est je non suis désolé mais si elle le croit pas, mais non t'inquiète. C'est factuel quoi. ouais, C'est pas une ouais, anecdote. C'est un fait. C'est ouais, un fait ouais, du ouais. coup. C'est un fait. Après voilà, effectivement c'est bien de garder un regard critique sur ce qu'on écoute et ce qu'on regarde. Ça là-dessus on peut le saluer, mais Ouais, cela dit, des fois complètement. faut un peu écouter. Si par exemple quelqu'un a été arrêté avec menottes, pris en photo au commissariat, avec prise des empreintes digitales et mise en garde à Ouais. vue, est-ce que cette Ah personne bah est là, fichée? à 200 Ah dans le bah fichier là, TAJ Soloun, oui. et dans le fichier TAJ et dans, s'il y a les empreintes qui ont été prises, les empreintes, ça, c'est pour le coup, c'est bien en France, je dis pas que les trucs négatifs, c'est le fait qu'en France, les empreintes digitales et les empreintes génétiques, enfin l'ADN, sont pas mélangées, dans tout le reste des fichiers accessibles à tout le monde, mais sont dans 2 fichiers, distincts qui ont des règles d'accès un petit peu plus strictes, qui est le FAED pour les empreintes digitales et le FNAG pour les empreintes, génétiques et donc là, c'est clairement cette personne, est à la fois dans le fichier TAJ et dans ces 2 fichiers du coup. C'est On sûr est, pour les empreintes digitales et génétiques. du coup, il y en a beaucoup, hein, des gens fichés. Enfin, Ah oui, oui, oui. Mais je te dis, le fichier TAJ, je crois qu'en 2018, c'était 17 millions de personnes, hein, voilà. donc ça On est ça devait être 70 plus, millions un là en petit peu. France? Voilà, oui, en plus 70 millions, tu comptes tous les enfants très jeunes, hein, donc Ouais, on va dire qu'il y a 50 millions d'actifs. Non, pas d'actifs, ouais, mais de plus de 15, 18 ans. ouais, ça doit être un truc comme Ça doit ça, être ouais. un bail comme ça. Donc ça veut dire que t'as vraiment 2 personnes sur 5 fichés. Voilà. Voilà, allez, force à vous, hein. Allez, force à vous. Après, bon, voilà, fichier, qu'est-ce que ça Oui. implique, etc. Désolé, je débarque. Si on a eu un rappel à la loi pour possession de Zeb, on est concerné? Ah bah, oui, oui, a Bah oui, priori, un bah rappel à la oui. loi, tu passé devant la police, donc TAJ aussi, ouais. Non, non, mais Après, voilà, c'est pas grave, mais je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui sont fichés ici, dans ce chat, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais voilà, en soi, en fait, c'est justement, c'est ça qui est aussi un des enjeux de l'observatoire d'ailleurs, c'est de faire prendre conscience de, que la surveillance, c'est pas que les autres, quoi. Qu'on pourrait avoir l'idée, effectivement, on surveille les méchants, les C'est ça, c'est terroristes et ce que je disais tout cetera à et l'heure c'est avec les bien et méchants. c'est pas ça, quoi. Ouais, ouais. C'est ce que je disais par rapport aux méchants, c'est-à-dire qu'on surveille les méchants, mais pas que. Ouais, Maintenant, moi j'ai exactement. une question. Je suis pas sûr que tu aies la réponse, hein. Mais est-ce que tu sais si il y a déjà eu des affaires de données vendues, entre guillemets ou pas d'ailleurs, par la France à des GAFAM ou autres, par exemple? Vendu à des GAFAM? Ouais, Non, là, comme ça, j'avoue que j'ai pas du tout la réponse, ok. je sais absolument pas. Parce que, il y a des échanges entre les GAFAM et les États, ça c'est clair et c'est, documenté sur le fait mais plutôt dans l'autre sens, le fait que les États imposent aux GAFAM de leur donner leur, enfin de remettre leurs informations. Et oui, et du Heu coup, l'inverse? et du coup, l'inverse, je sais pas du tout. Ouais, Possiblement, mais j'avoue tu que peux là, j'ai pas, pas d'informations. tu peux pas savoir. Et du coup, est-ce que selon toi, les GAFAM ont plus d'infos sur nous que l'État français ou l'inverse quand même? Ah, c'est très difficile à dire et puis je pense que ça dépend de ton usage des GAFAM Bien sûr. précisément. Mais je pense qu'en tout cas, ce serait très naïf de différencier, enfin de se dire les 2 n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'au cours d'enquêtes, qu'elles soient judiciaires ou même de par les services de renseignement, ils peuvent faire ce qu'on appelle des réquisitions, aux GAFAM. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait il n'y a pas qu'aux États-Unis que c'est possible, en France aussi. Ils peuvent tout à fait, demander à Google, à Facebook et cetera, de leur fournir, l'historique de conversation, le Oui, l'intégralité des données et cetera. dans le Donc cadre c'est d'une enquête, il peut y avoir ce genre de choses, bien sûr. Ouais, exactement. Mais même dans le cadre administratif, hein, une fois de plus, et notamment depuis la loi 2015, hein. C'est-à-dire que, même en dehors d'une enquête judiciaire, pour une infraction, si juste on a, des soupçons, c'est possible aussi, quoi. Parce que la loi renseignement, elle permet vraiment très largement, pas mal d'outils qui étaient à avant dans le judiciaire, qu'elle a permis dans l'administratif, quoi. Hmm. Mais donc ouais, voilà, je pense qu'entre GAFAM et État, c'est pas les mêmes informations aussi exactement. Par exemple,
l'État a beaucoup de données biométriques, ce qu'on disait d'empreintes digitales, d'empreintes génétiques, ce qui par définition, a priori, n'est pas le cas des GAFAM. Donc je pense que c'est pas exactement les mêmes données et puis c'est pas les mêmes choses non plus qui intéressent forcément l'État et les GAFAM quand même. Donc ce sera pas exactement le même type d'information. Mais c'est pour ça que c'est difficile de comparer. Mais en tout cas, je pense que les 2 ont beaucoup d'informations, quoi. Et ouais, moi j'ai une question là-dessus que moi je me pose, là c'est très personnel comme question, mais tu sais, récemment il y a eu pas mal de cyberattaques sur des institutions publiques en Ouais, France, ouais. notamment les cartes vitales, etc., avec des dizaines de millions de personnes concernées. Je crois Mmh que la mh. dernière attaque c'était 40 millions de personnes Chez étaient Pôle concernées. emploi. Voilà, c'était C'était chez Pôle exactement, emploi. c'était Ouais. Pôle emploi. Avant, il y avait eu la carte vitale, je crois. Mmh mh. Et du coup, et en vrai, en France, on fait partie des grands pays avec le moins de sécurité sur nos sites. Tu sais, il y a le fameux, je sais plus quel nom ça a, PCE, je sais plus, non pas PCE, un indice de sécurité. Je pense que les geeks du chat, vous l'avez de fond. Un indice de sécurité qui est partagé par les hackers. Non, pas Provence du coup, mais IOC, PCR, ISO, non. Pronote non plus, PCR non plus. Bref, c'est un indice qui définit du coup la sécurité d'un site, à quel point c'est sécurisé. Et de OK. manière générale, quand les hackers voient qu'un site est peu sécurisé, ils foncent dessus, bien évidemment. Et, Mmh mh. et c'est aussi pour ça qu'ils ont foncé sur Pôle emploi, parce que c'était pendant longtemps un site absolument pas sécurisé. Ça a fini par tourner partout, et du coup, ils ont foncé dessus. Et du coup, ce que je me dis, c'est que voilà, avoir de la sécurité et du renseignement partout auprès des contribuables, etc., ça semble important. La preuve, il y a Mmh mh. de gros trucs qui sont mis en place. Cela dit, nos données ne sont pas protégées à certains endroits comme ça. En France, c'est très très grave. Est-ce que tu sais si ce genre de truc, ça va changer? Est-ce que tu sais Ça va si... Parce que c'est bien gentil de surveiller les gens, etc., mais en fait, oui, si nos données qu'on donne avec plaisir, si je puis dire, à Pôle emploi, etc., enfin avec plaisir à Pôle emploi, ça dépend, hein, mais tu vois, on les donne de notre bon vouloir, etc., est-ce que ça va être protégé, ça? Parce que c'est bien gentil de protéger les gens des gens, mais est-ce qu'on peut être aussi protégé des données que nous on donne, tu vois? beh, oui, non, non, mais c'est une très bonne question. Alors, il est censé y avoir l'ANSSI, l'Agence nationale de système des sécurité des systèmes d'information, qui est, censée être l'agence de l'État, qui s'occupe de la sécurité, notamment enfin, la sécurité informatique des systèmes dont tu parles là et qui est censée notamment faire des recommandations aux différents, organismes publics sur la manière de gérer leur sécurité. Après, je pense qu'il y a le gros problème habituel, c'est celui des moyens, quoi. C'est-à-dire que ces administrations-là ont des vues, même la justice, hein, la justice que je connais plus, le système informatique du ministère de la Justice, système principal qui gère tous les jugements, enfin toutes les suivis de procédures, etc., qui s'appelle Cassiopée, c'est un très 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 vieux système et qui Oui, voilà. Du coup, est c'est à la très peu ramasse de fou. sécurisé. Ah oui, oui, non mais oui. Et bah, pour te dire, les gens ne savent pas souvent, ils sont un peu outrés, mais les magistrats aujourd'hui en France qui rendent les jugements, ils travaillent sur WordPerfect qui, du coup, est un logiciel, qui est l'ancêtre de Word, qui doit avoir 15 ans, quoi, je sais pas, un truc comme ça, même peut-être plus. Ou en plus, du coup. Ou plus, oui, je pense, ouais. Ouais, ouais. Mais, Mais, mais pourquoi? Enfin, mais parce qu'en fait, le système informatique du ministère de la Justice sont très vieux et que personne n'a mis à jour et que ça coûterait trop cher de le faire et que du coup, bah, ils fonctionnent comme ça, quoi. Et c'est donc en fait, moi, effectivement, c'est une question hyper, pertinente, hein, de la sécurité de ces systèmes d'information-là, sur lesquels on a très peu d'infos. Moi, j'avais contacté l'ANSSI pendant ma thèse, mais bon, j'avais pas eu d'informations, pas eu de réponse. On sait même pas où sont les serveurs, alors c'est pour des raisons de sécurité, hein, mais je veux dire, oui. on a vraiment aucune info là-dessus. Donc je sais pas du tout, mais c'est clairement un problème. Et qui est aussi un problème humain, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ça arrive et c'est reporté à chaque fois, mais il y a des policiers ou des gendarmes qui, par exemple, utilisent leurs accès pour, des finalités qui sont pas celles auxquelles ils devraient, le faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils vérifient, les informations concernant la nouvelle petite amie, de leur fils, qui, rendent un service à un copain et regardent les infos et cetera. Ces pratiques-là, c'est aussi un problème de sécurité informatique parce que, enfin, c'est humain, mais c'est aussi un problème de sécurité des données, quoi, au moins. Ouais. La directive Nice 2. Donc, ouais, c'est l'ANSSI, voilà, tu vois? C'est ce dont je parlais aussi. Alors que la menace cyber augmente et que les systèmes d'information restent pour partie vulnérables, la directive NIS 2 Network and Information Security, publiée au journal officiel de l'Union européenne en décembre 2022, représente une opportunité unique. Sa mise en application va permettre à des milliers d'entités qui concernent le quotidien des citoyens de mieux se protéger. Ok, ok, ok. Di-di-du-du.
Et ok, c'est intéressant. Est-ce que j'ai aussi une question qui a été posée dans le chat à un moment qui était assez intéressante. C'est nous concernant la surveillance qu'on peut avoir en France des gens. Oui. On se place comment par rapport à d'autres pays, genre des pays relativement proches, si on parle de l'Allemagne, si on parle de la Belgique, si on parle de l'Italie, de l'Espagne. C'est On est globalement dans la même vibe, notamment parce qu'il y a beaucoup de textes européens qui régissent les dispositifs de surveillance. Donc il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et ce qui pour le coup peut être un grand regret parce qu'on était pionnier au début, la France, de la protection des droits sur Internet et des droits des individus, notamment liés au fichage. Parce qu'il ne faut pas oublier que la CNIL, elle a été créée en 1978 après un projet qui s'appelait le projet Safari, qui est un projet de 1974. ok. Et en fait, le projet Safari, c'était de réunir toutes les informations que détenait l'État, c'était le début de l'informatisation, quoi, de réunir toutes les informations que détenait l'État dans un même fichier, avec un identifiant unique, que ce soit les informations justice, sécurité sociale, etc., dans un seul fichier. Et à l'époque, ça avait fait un tollé incroyable, et c'est le projet a été abandonné, et ça a donné naissance à la CNIL. Et en 78, la France était ultra pionnière, quoi, dans la protection des droits informatiques. Et en fait, depuis, on a totalement plus du tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que les autres pays européens, très clairement. Il y a des toutes petites variations sur des points de détail, mais bon, très honnêtement, on est au même niveau que les pays européens. Un peu plus en avance, même sur, par exemple, les questions de vidéosurveillance algorithmique là, qui vont être expérimentées, ou certains rapprochements de fichiers où on est même un peu en avance, quoi. Dans la question de surveillance. Mais ça se joue pas à grand-chose. Franchement, c'est un peu la même vibe, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des pays qui sont sous surveillance à 100%, enfin, dont tu sais, parce qu'on parlait justement tout à l'heure de la Oui, Chine, etc. Mais en fait, ouais. c'est ce qu'on entend. Moi, j'en sais rien concrètement, tu vois, de Oh, la la Chine, c'est surveillance. un peu documenté quand même par quelques. Il y a quelques chercheurs ou journalistes qui ont pu aller là-bas et qui ont écrit un peu, notamment sur l'histoire de crédit social, là, c'est-à-dire Ouais. de notation des Oui, mais individus. apparemment, ça, c'est partout. C'est pas partout, pardon, c'est certaines régions test. Y a pas un truc comme Oui, ça? enfin, ça a vocation à généraliser. Pour l'instant, c'est encore certaines régions testent, effectivement, mais ça a vocation à généraliser. Ok. Après, non, bah, il y a des pays dont on n'a pas du tout accès. Par exemple, j'imagine qu'en Russie, c'est pas non plus fantastique en termes de surveillance, quoi. Mais là, pour le coup, ou Corée du Nord, etc., c'est sûr. Mais pour le coup, on n'a pas d'infos, quoi. Et les États-Unis, c'est un peu particulier parce que les États-Unis, il y a le Patriot Act, là, il y a des textes qui font que notamment, l'État peut saisir n'importe quelle information détenue sur le territoire américain, même qui ne concerne pas un Américain, ce qui pose des problèmes Ah d'ailleurs oui. pour les sociétés françaises qui ont des données chez Microsoft, par exemple, qui fait transiter les informations par les serveurs aux États-Unis. Donc ça peut poser des questions. Donc aux États-Unis, il y a ces choses-là. Et puis aux États-Unis, il n'y a pas de texte comme nous on a, de style RGPD à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'il y a quelques États comme la Californie ou autres qui ont des textes qui limitent un peu. Mais voilà, on est globalement quand même plus protecteur que les États-Unis, je dirais, du point de vue police-justice. Parce qu'aux États-Unis se développe aussi pas mal la police prédictive, c'est-à-dire le fait d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour prédire la récidive des individus. C'est-à-dire qu'il y a des États qui ont expérimenté ça, notamment la police de Chicago, mais qui l'a Ok. après abandonné. Où en gros, l'idée, c'était que pour savoir si un individu va récidiver, après être passé à l'acte, le logiciel calculait automatiquement un score de probabilité de récidive, calculé à partir de millions de données. C'était une intelligence artificielle pour le coup, à partir de millions de données de dizaines d'années précédentes, avec des profils similaires, etc. Sauf qu'en fait, pourquoi ils ont arrêté très vite? Parce que c'est simple, ça donnait des scores très élevés à tous les Afro-Américains et les personnes immigrées, noires, etc. Et des scores très Bien, bas à tous les bien Blancs. raciste le système là. Voilà. Ouais, Donc ouais. ça a été assez vite abandonné, quoi. Mais ça, ce serait pas possible en France. Parce qu'en France, il y a un peu plus de garde-fous sur les décisions automatisées, Hmm. ce genre de choses-là. Cette personne noire a beaucoup de chances de récidiver parce qu'elle est noire. Purement et simplement, la catastrophe. Ouais, ouais, C'était bon, ça, pas, voilà. tristement pas étonné. Merci Joséphine, merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. Je rappelle que nous sommes en discussion avec Wasp. Wasp, c'est encore merci pour ça, hein, c'est un donateur du Patreon. J'ai un Patreon pour les gens qui ne souhaitent pas passer par Twitch notamment. Et tous les mois, les donateurs et donatrices de Patreon ont l'occasion de présenter un projet du mois sur la chaîne. Ce mois-ci, c'est Wasp. Son projet, c'est l'Observatoire de la surveillance en démocratie. Wasp, qui est docteur en droit pénal, enseignant-chercheur, qui donne des cours à l'université de Bordeaux. Et on discute un petit peu de tout ça, donc la surveillance. Et bon, ça part un peu dans tous les sens, mais on discute de plein de trucs. Et c'est hyper, 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 hyper intéressant.
Pitié que ça dure toute la journée. Ça ne durera pas toute la... D'ailleurs, tu bosses toi aujourd'hui, Wasp? Ouais, j'ai cours avec cet après-midi, j'ai cours à 15 h avec mes étudiants en amphi, voilà. Ok, bah tu leur diras que tu seras en retard. Non, je plaisante, je plaisante. Vraie question, pourquoi Wasp? Car clairement, la signification de Wasp ne donne pas d'avantage. En fait, non, c'est pas du tout, oui, pour White American, je sais plus quoi. Non, non, c'est Ah, ça pour veut dire un Millennium. truc, Wasp? Ouais, ça veut dire un truc, mais c'est pour ça que moi j'ai quand même 2 A, 2 S. Anglo-saxon, Ça blanc et protestant. voilà, donc non, c'est pas du tout pour ça. Je savais pas du tout, ça me fume. Non, non, c'est pour Millennium, pour ceux qui connaissent, qui est une série de romans qui a été adaptée au cinéma, qui est très cool, dans lequel la hackeuse, le personnage principal, a pour pseudo Wasp, voilà, donc c'est pour ça. Hmm. Pour moi, Wasp, c'est une guêpe. Oui, plutôt, ouais. Oui, ça veut dire aussi la guêpe en anglais, ouais, voilà. Bien choisir vos pseudos, c'est important. Vous savez d'ailleurs que Ponce, c'est une insulte homophobe en anglais, vous le savez. Et ce qui fait que dans aucun jeu Nintendo, je peux m'appeler Ponce. Ce qui fait aussi que dans le tournoi WoW auquel je participe samedi, Blizzard, ils ont dit non, non, par contre, ce sera pas Ponce le pseudo. Donc, on est en mode ah bon? Non, ce sera Pompon, du coup, ok. Donc ouais, bien choisir le pseudo, ouais. Ouais. Mais Pompon, c'est mignon. Non, mais moi, ça me va, hein. Mais Ponce, ça veut dire quoi? C'est une insulte homophobe en anglais. Ça veut aussi dire macro, donc un proxénète, finalement. Donc voilà, c'est un super mot, vraiment, on est très très content. Donc sachez qu'à chaque fois qu'un anglophone ou quoi dit ben ponce, genre ponce ou quoi, littéralement c'est une insulte homophobe. Voilà. Voilà. Donc ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir. Je suis très content, très très content évidemment. Et d'ailleurs, essayez de vous appeler Ponce dans les jeux Nintendo notamment, ce sera jamais possible, hein. Voilà. Une fois, j'ai tapé Ponce sur la recherche Twitter, c'est full porno, j'ai regretté. Ouais, non, bien choisir. Bien choisir. Hein, mon petit anglo-saxon blanc et protestant, là. Ah, C'est ça, exactement. la discussion entre l'homophobe ultime et l'anglo-saxon blanc et protestant, là. Ouais, une insécurité, donc comme j'étais en train de te dire, ça me fume. Ça me fume. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va avancer tranquillement. Je vais poser une ultime question, une ultime Ouais. bafo. Et je vais dire quel est le futur pour ce collectif. Où est-ce qu'on va? Bah, alors le but c'est, voilà, de faire cet état des lieux, c'était un peu la première étape. Donc, première étape qui va nous prendre un peu de temps du coup quand même, mais première étape. Et après, en fait, le but c'est de faire des propositions. Parce que c'est pas juste d'écrire et de dire ce qui va pas, quoi. Mais c'est de faire des propositions, et c'est là aussi où le côté pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir des informaticiens et des gens qui voilà, connaissent vraiment la pratique du truc dans le lot est utile. Parce que ça va être de faire des propositions qui sont à la fois juridiques, c'est-à-dire de dire voilà, tel texte devrait plutôt être comme ça, telle limite devrait être instaurée, enfin des propositions plutôt juridiques. Et puis des propositions informatiques, c'est-à-dire de nos collègues en IA ou en informatique puissent nous dire ben on peut, il faut interdire tel outil, ou on peut mettre telle précision dans le code informatique pour limiter telle chose, ou par exemple en matière de fichiers se pose beaucoup la question de est-ce qu'il faut mieux des serveurs centralisés qui détiennent toutes les données, ou des serveurs au niveau local, ou est-ce qu'il faut mieux les informations dans le passeport, sur la carte, ou sur un serveur. Enfin, il y a plein de questions informatiques. Et donc, proposer aussi ce genre de choses-là, et faire un rapport donc en deux parties finalement, quoi, une partie description et une partie proposition. Et puis essayer de soumettre cette proposition à des gens intéressés. Alors, idéalement aux politiques s'ils veulent s'en saisir, et puis aux autres s'ils ont envie, quoi. Ouais, bien sûr. C'est Donc voilà, c'est vraiment. un peu ça l'idée. Et faire ça évidemment en parallèle je voudrais aussi quand même le souligner, il y a beaucoup d'associations qui sont déjà sensibilisées sur ces questions, hein. Il y a la Quadrature du Net, il y a la Ligue des droits de l'homme, etc. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent déjà sur ces questions. Mais voilà, nous l'idée c'est d'y aller avec le côté universitaire, avec le côté recherche, et de proposer des choses, quoi. Yep. Il y avait quelqu'un qui disait dans le chat, please des philosophes, il y en a, hein. Tu m'as dit qu'il y en avait Oui, des pour l'instant, philosophes. il y en a un. On va essayer d'en avoir plus. Alors, moi, j'ai la double, un peu, enfin, en fait, j'ai le double cursus droit et philo. Donc voilà, c'est, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, quoi. Mhm. Je comprends tout à fait. Quelques questions que je prends du chat. Est-ce que vous recherchez des contributeurs? Et si oui, comment ça fonctionne?
Oui, alors idéalement pour l'instant plutôt des chercheurs, mais ça peut être des professionnels. On est aussi très intéressé par des professionnels, notamment dans l'informatique par exemple. Donc faut pas hésiter si vous avez des connaissances particulières ou des fonctions particulières qui peuvent nous intéresser. Vous avez sur notre site un formulaire de contact, donc n'hésitez pas parce que le but une fois de plus c'est qu'on se limite pas à Bordeaux et qu'on se limite même pas juste aux enseignants-chercheurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Pour l'instant c'est le début, donc on va voir comment on fédère ça. Au minimum, de toute façon, on va mettre en place une newsletter pour tenir informé des ateliers qu'on fait, des différentes activités et manifestations qu'on fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter, comme ça on peut vous intégrer. Pour l'instant, je ne sais pas trop de quelle manière du coup, mais en tout cas, oui, le but c'est de s'élargir. Donc n'hésitez pas si les questions vous intéressent, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que... Ah oui, alors, est-ce que... Donc, ta thèse est disponible à la lecture, si je dis pas de conneries? Non, alors Ah, pour l'instant, en fait, elle est référencée sur thèse.fr, qui est la plateforme nationale de toutes les thèses. ouais, Mais je l'ai pas mise accessible en ligne parce que l'idée c'est que j'essaye de la faire publier. Donc pour l'instant je l'ai pas mise je comprends. intégralement en ligne sur Internet. Je devrais, c'est plutôt en bonne voie, donc peut-être la faire publier cette année. Voilà, si c'est pas le cas, je la mettrai en ligne sur Internet, mais disons que même moi après pour ce que j'ai envie de faire, ce serait mieux que la thèse soit publiée. Donc Bien sûr, d'où le fait que pour l'instant elle est pas en ligne sur Internet. Voilà. bien sûr. Mais il y Totalement a tous mes légitime. articles sur The Conversation que vous pouvez retrouver par contre avec plaisir qui détaillent tout ça quoi. Quelqu'un disait justement, concernant les contributions, financièrement aussi, il y a des gens qui peuvent vous aider? Si ce Non, ne sont... non, non. Non? Ok. Pour l'instant non parce que on est vraiment financé par l'université de Bordeaux. Donc pour l'instant on cherche pas du tout d'argent et pas du tout de contributions financières. À terme, ce sera sans doute le cas parce qu'une fois sorti de l'université de Bordeaux, on envisage de structurer en association ou en organisation quelconque sortie de l'université. Donc là, peut-être qu'on appellera à des dons éventuels, mais pour l'instant, et on va dire dans les 2 prochaines années, non. Mais par contre, voilà, des contributions intellectuelles, ça sans difficulté, quoi. J'étais en train de regarder le CV d'un de tes collègues. Il Ah est... bah c'est un des porteurs du projet Il a qui est fait deux trois spécialiste. trucs. Il a fait deux trois Voilà. trucs. Sympa. Sympa. Voilà. C'est ça qui est cool aussi, c'est on est jeunes chercheurs, moins jeunes chercheurs, il y a des gens un peu de tous les C'est cool. de toutes les expériences, donc c'est cool aussi, ouais. C'est cool. C'est très très cool. Et bien voilà. Voilà. On a parlé de pas mal de trucs. Je vais vous donner les deux Ouais. liens. Donc, Observatoire Surveillance démocratie.fr. Je vous le mets dans le chat, bien sûr, si vous voulez voir un petit peu. Je vous partage aussi The Conversation, qui est un site d'info qui est uniquement rédigé par des docteurs, des gens en thèse et vérifiés par des journalistes. Donc l'expertise universitaire, l'exigence journalistique, The Conversation, si vous êtes un petit peu curieux et curieuse d'avoir quelques informations selon les sujets. De très bons articles, même si le site laisse à désirer, si je peux me permettre, bien Oui, sûr. oui, non mais t'as raison, je leur dirai. La prochaine fois je discute avec eux, je leur dirai. Voilà, bah c'était franchement c'était super intéressant, tu vois. Il y a plein de gens qui ont plein de questions. Clairement, on va pas en parler toute l'après-midi non plus. Toi-même, tu as des choses à faire, mais c'est hyper intéressant. C'est rassurant de savoir que des gens réfléchissent sur ces sujets-là et avancent dans un sens intéressant de réflexion et de nuance, en vrai. Donc rien que pour ça, franchement, je te dis à toi merci, mais on va dire à tout le collectif, quoi, dans Bah l'idée. merci beaucoup, C'est je transmettrai. c'est rassurant, entre énormes guillemets, je trouve, d'avoir des gens qui, tu vois, qui, euh, qui se penchent sur ce genre de questions. Et puis, avant de se laisser, Wasp, bah, je sais pas, est-ce que tu voudrais dire un dernier truc, une petite remarque, une petite, je sais pas, même faire une petite dédicace, parler de quelque chose, j'en sais rien du tout. Non, 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 franchement, rien de particulier. Juste merci beaucoup pour cette possibilité et puis pour la discussion. Et si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à suivre l'Observatoire donc sur son site. Pour l'instant, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on va s'y mettre quand même un peu. Voilà, n'hésitez pas à être curieux, à lire des choses. Et puis sur la surveillance, voilà, c'est peut-être le message à retenir, quoi, se dire que ça concerne pas que les autres et que finalement, on parle beaucoup de démocratie au sens de grands débats et tout ça, mais la démocratie, c'est aussi pouvoir s'exprimer librement, pouvoir discuter, pouvoir aller manifester si on a envie, sans que l'État sache tout, quoi. Et donc voilà, c'était aussi un peu le message. Et donc merci encore de m'avoir permis d'en parler parce que c'était très cool. Ah bah, merci à toi d'être venu en parler, et tu en as extrêmement bien parlé, franchement,
C'était hyper intéressant, c'était très cool, ça a répondu à plein de questions. Je pense que ça a fait peur à plein de gens, rassuré plein de gens, tu sais, ça va un peu dans tous les sens. Mais c'est super intéressant, voilà. Tout le monde te le dit, je sais pas si tu vois le chat, mais vraiment tout le monde te le dit. Même au slot, bien sûr, avec qui on était le mois dernier. Oui, bah encore merci à lui parce qu'il a fait une petite dédicace en plus la semaine dernière, enfin, le mois dernier pour notre lancement qui était le 13 mars là, Oui, donc bravo à lui. Et si quand même une petite dédicace aux fleurs Pat Pat parce qu'il y a vraiment une super ambiance sur le commu Pat Pat et ils sont tous trop cool. Donc toutes les fleurs sont très cool, mais les fleurs Pat Pat particulièrement. et ça fait, moi je le dis aussi, je profite que tu sois là, moi j'avoue ça fait un peu chaud au cœur de savoir que je suis suivi et soutenu, qu'on est suivi et soutenu par des gens comme toi ou toutes les personnes que j'accueille à chaque fois pour les projets du mois. J'avoue, c'est assez touchant. Donc merci pour ça, Wasp. Merci beaucoup. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne continuation. On se tient au courant. S'il y a des news, moi, de l'Observatoire de la surveillance et en démocratie, je veux bien que tu nous en fasses part. Qu'il y ait un petit Ouais. suivi, s'il se passe n'importe quoi, tu vois. C'est vrai que ça reste intéressant, même à partager pour les gens et tout. Et puis voilà, bonne pause avant ton cours de 15h. Ouais, carrément. Et puis à partir de la semaine prochaine, j'aurai plus cours le lundi, donc je pourrais refaire le maître des fleurs, donc ça c'est cool. Et t'es chaud? T'es chaud au mettre des fleurs? Ça dépend. Des fois, je crois que mon record c'est top 5 quand même, donc c'est pas trop mal. Top 5? Oui, c'est Ouais. bien, oui. Mais en fait, pour moi, les questions qui me tuent, c'est quand il y a des questions manga, animé et tout, parce que j'avoue que je regarde et lis pas du tout. La même. Donc à chaque fois, ça me coule quoi. La Voilà. même. On est ensemble. Et Bon, ben, merci encore en tout cas. Et avec puis plaisir. Bon après-midi, Was. à bientôt. Bon À très après-midi à toi. bientôt. Ciao, ciao. Salut. Bien sûr. C'est qui les pattes-pattes? Les pattes-pattes, c'est les fleurs qui soutiennent sur Patreon. C'est les fleurs qui soutiennent sur Patreon. Si vous voulez retrouver le Patreon, vous tapez Ponce sur Patreon. Normalement, c'est totalement trouvable. Et du coup, tous les mois, je vous mets le lien dans le chat, bien sûr, mais tous les mois, on propose un projet du mois et on vous en parle